Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue à Pollen. On est super content de vous voir aussi nombreuses et nombreux pour cette table ronde. L'idée, c'est que je vous dise quand même quelques mots de ce lieu. Je m'appelle Céline, je suis la coordinatrice de Pollen, qui est un lieu qui existe depuis 16 ans maintenant. L'association, elle existe depuis 20 ans, mais elle est dans ses murs depuis 16 ans. C'est un lieu qui est dédié à l'expérimentation artistique et culturelle, qui est géré collectivement par 12 associations, elles aussi artistiques et culturelles, pluridisciplinaires, aussi bien dans les champs du cinéma, du spectacle vivant, de la micro-édition, du cinéma. Le principe de Pollen, c'est de mutualiser des bureaux à l'étage du bâtiment et puis de mettre à disposition l'espace dans lequel on se trouve pour des artistes professionnels ou non, pour qu'ils puissent y présenter différentes formes artistiques et culturelles, aussi des débats, des formes diverses et variées, dans un esprit qu'on espère le plus convivial possible et qui permet d'échanger toujours sur ce qu'on vient de voir, de recevoir, etc. Du coup, pour remettre un peu peut-être en contexte pourquoi de cette table ronde aujourd'hui, on a l'envie de mettre en place un réseau des lieux intermédiaires et indépendants à l'échelle des Pays de la Loire. Alors on en est vraiment au tout début de ce projet. On est plutôt dans les missions de repérage là en ce moment et d'essayer de se rencontrer. C'est quand même la première étape. Et du coup, dans ce contexte où on essaye de se rassembler, enfin on veut se rassembler parce qu'on voit bien que nos aventures, elles sont super, mais elles sont quand même très fragiles et qu'on a besoin d'être ensemble pour mutualiser, se connaître, coopérer, mais aussi être une force politique, en tout cas d'être ensemble pour être plus à même de défendre ce qu'on fait dans nos lieux et d'être visible auprès des pouvoirs publics. Donc c'est un peu ce qui nous a amené à initier cette structuration. Et puis du coup, on sait aussi que pour que la sauce prenne et que pour mettre de l'eau dans notre moulin, et c'est toujours important et nécessaire d'avoir des temps de dézoomage sur nos pratiques pour prendre un peu de recul, regarder un peu ce qui se passe au niveau des enjeux nationaux, de politique culturelle, mais aussi de politique publique plus largement, et que ce genre de temps sont justement faits pour ça. C'était ce qui a été à l'initiative de cette table ronde en tout cas. Voilà ce que je peux en dire. Je vais peut-être te repasser le micro, Jules, pour continuer. Ah oui, juste, s'il y a des gens que ça intéresse, à l'issue de la table ronde, je peux faire une petite visite. On est plusieurs Poléniennes et Poléniens d'ailleurs à être présents et pouvoir vous faire une petite visite du lieu. On peut se retrouver au bar. D'ailleurs, le bar sera ouvert après la table ronde pour un petit thé, un petit café, une petite bière si ça se prolonge vraiment. Voilà, et j'appelle aussi à tous les... Je sais qu'il y en a qui sont là, des lieux de Nantes, mais aussi de la région Pays de la Loire, qui se sentent concernés par une mise en réseau, qu'on se rejoigne au bar après pour en discuter, quoi. Voilà. Bonjour, donc moi je suis Jules Desgouttes, co-coordinateur de Art Factories autre part, qui est un centre de ressources pour et par les acteurs de ces pratiques d'occupation d'espace que sont les lieux intermédiaires. Et donc on documente et on réfléchit ensemble à nos pratiques, aux problèmes qui se posent au quotidien à ces lieux, aux difficultés auxquelles ces lieux font face, qui sont nombreuses. Et puis on tâche aussi de plaider pour ces pratiques auprès de la puissance publique. Et dans ce travail-là, quelques années en arrière, on s'est retrouvé impliqué dans la construction de la coordination nationale des lieux intermédiaires et indépendants. CNLI, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Je suis très impressionné du nombre de personnes qu'on est là, ici, autour de ce sujet, et ça me ravit. Et je suppose du coup aussi que peut-être il y a des niveaux d'information différents sur ces sujets, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de précision en cours de route, si je vais un peu vite sur certaines choses, notamment en fait ce qu'est un lieu intermédiaire, il n'y a pas d'évidence à ça.
surtout en ce moment où du coup on parle beaucoup de tiers-lieux et les référentiels sont assez peu clairs, hein, finalement. À ce titre, il y a un document qui peut éclairer les gens. Il n'y en aura pas assez pour tout le monde, on n'en a pas amené assez, mais ce sont les actes du 3e Forum national des lieux intermédiaires et indépendants. Vous pouvez en trouver. Ils sont à l'entrée là-bas. Hein, ouais, voilà, c'est ça. À prix libre. Je reviendrai là-dessus. Mais donc, en 2 mots, ces lieux intermédiaires, qu'est-ce que c'est ? Intermédiaire, on le comprend souvent mal dans lieu intermédiaire. Il ne s'agit pas d'un intermédiaire au sens temporel du terme. Ce serait un truc qui ne durerait pas longtemps. Ou ce serait un truc qui se trouverait entre la fin des études et le début de la carrière d'un artiste. C'est pas ça l'idée. Intermédiaire, c'était pour désigner des interstices qu'on ouvre notamment entre l'espace public et l'espace privé, c'est-à-dire entre des logiques de gestion et d'organisation qui relèvent du public et des logiques de gestion et d'organisation qui relèvent du privé. Mais c'est aussi intermédiaire en ce sens que ça articule des plans sociaux différents, par exemple des enjeux d'urbanisme, des enjeux d'art et des enjeux sociaux. Donc c'est ces enjeux d'intermédiation qu'il faut entendre dans intermédiaire, c'est-à-dire des médiations réciproques entre des acteurs. Et j'insiste sur médiation réciproque, sur le réciproque là-dedans, puisque c'est quelque chose qui finalement, malgré les discours et les efforts souvent réels faits par beaucoup d'institutions culturelles à cet endroit, fait une grande différence avec la façon dont la médiation culturelle est construite dans les pratiques institutionnelles, disons, de la culture. Et vous connaissez tous le logiciel de ce point de vue-là du ministère de la Culture, qui reste construit par une séparation stricte entre les enjeux de création et les enjeux d'action culturelle ou de médiation. Bon. Donc, qu'est-ce que c'est, du coup, nos lieux intermédiaires concrètement, hein, parce que c'est un peu théorique. Mais, là, récemment, il y a une assemblée des lieux intermédiaires marseillais qui vient de se constituer. Il y a quelques jours, au sein d'un Commons Camp qui s'est tenu à Marseille. Alors un Commons Camp, c'est une réunion d'acteurs de commun qui viennent un peu de partout et qui s'emparent d'un certain nombre de sujets en forme forum ouvert. Et dans ces sujets, il y a des enjeux qui relèvent de comment on s'empare des outils numériques de manière libre, comment on habite sa ville, qu'est-ce que c'est une logique municipaliste, des sujets très différents. Et puis, bien, il y a comment on occupe des espaces en commun depuis un projet artistique ou culturel. Et cette assemblée, elle a fait une déclaration qu'elle va rendre publique, qui était assez jolie, et notamment qui s'est beaucoup emparée d'un sujet que vous avez peut-être entendu récemment, qui est un peu un paradoxe, mais qui est un fait d'actualité. Main d'œuvre, qui est un lieu en banlieue parisienne, à Saint-Ouen, a été expulsée suite à un combat judiciaire qu'elle a perdu autour de son occupation de l'espace qu'elle... Et Main-d'œuvre vient de réintégrer, d'obtenir le droit de réintégrer ses murs grâce à une chose absolument très contingente, un vice de procédure, un tout petit vice de 18 mois de sursis, parce que bon, la préfecture est allée un peu vite à expulser et a oublié d'informer le juge des référés qu'elle allait procéder à l'expulsion. Donc, une manche dans cette bataille judiciaire qui est remportée, mais sur le fond, la décision de justice est toujours la même, c'est-à-dire que Main-d'œuvre occupe sans droit ni titre et doit partir. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est un moment important. C'est pas juste une anecdote, c'est pour ça que je vous en parle, parce que ça dit quelque chose de là où on en est, des politiques publiques sur nos histoires, nos pratiques et nos lieux. Main-d'œuvre, est pionnière dans l'histoire de nos lieux, parce que c'est un des premiers lieux qui s'est revendiqué de ces pratiques et qui a été vraiment visible. Et c'est un lieu aujourd'hui très, très implanté, très reconnu, qui fait l'unanimité à la fois parmi les habitants, parmi les institutions, dans le milieu culturel. Enfin, je veux dire... D'ailleurs, même le ministère de la Culture a fait un communiqué en faveur de Main-d'œuvre suite à cette histoire. Et pourtant, Main-d'œuvre a pu sauter comme ça de façon très surprenante. Pour tous les gens qui... On s'est retrouvés le matin à 8h devant les parpaings posés sur la porte et on ne s'y attendait pas du tout, en fait. Ça ne nous semblait pas possible.
Et qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que très peu de choses ont été stabilisées en matière de politique publique sur ces pratiques, autour de ces pratiques. Et que du coup, ces lieux restent dans une forme de fragilité assez invraisemblable par rapport aux missions qu'ils peuvent assumer réellement, concrètement, et surtout quand on les prend collectivement, en matière de politique publique de la culture aujourd'hui à l'échelle nationale. Voilà. C'est ce qu'on a aussi pu voir au Forum national de la CNLI, donc j'arrive à ça, ce 3e Forum national, donc c'est le 3e, ça veut dire qu'on a commencé, la CNLI c'est en 2014. Aujourd'hui il y a plus de 200 lieux qui font partie de la CNLI, cette coordination. C'est une coordination qui s'est constituée en écrivant une charte et en construisant une cartographie sur un principe d'autodétermination. C'est-à-dire que les acteurs qui font partie de ça ne sont pas cooptés, chacun lit la charte et si ça lui semble compatible avec sa pratique de lieu, il signe. Mais ça veut dire aussi qu'il est comptable au regard de tous les autres de cette signature, de cet engagement, quoi. On peut le convoquer en disant oui, mais attends, tu nous dis ça, mais qu'est-ce que tu fais? Ça ne va pas. Voilà. Donc les forums, c'est l'occasion de ça. C'est ces moments où on se rassemble pour se dire bon alors en fait, où est-ce qu'on en est par rapport à nos engagements? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on tient? Le dernier, c'était l'occasion de s'adresser 3 questions. Quelles sont nos pratiques de commun? Qu'est-ce que c'est notre rapport à l'urbanisme transitoire? Et en matière de co-construction de politique publique, on en est où sur nos lieux intermédiaires? Et notamment les enjeux d'évaluation de nos pratiques. Comment on avance là-dessus? À ce moment-là, était présent notamment la DGCA, le ministère de la Culture, la Direction générale de la création artistique, avec qui, l'année passée, il y a eu un travail de fait avec un groupe de travail sur les lieux intermédiaires, où il a été question de réfléchir à des modalités de coévaluation de ces pratiques. On a même élaboré une grille dans le langage du ministère, de mesure de l'impact territorial. Et en même temps, le ministère n'est pas venu à l'invitation aujourd'hui pour discuter, et cette grille n'est pour l'instant pas mise en œuvre. Elle a été adressée au DRAC, mais on n'a aucune perspective de mise en pratique réelle. Donc, ce dont on a pu prendre acte sur ces enjeux-là, c'est combien le travail était long et les avancées petites sur ces sujets-là, et combien les cultures étaient différentes entre nos pratiques, notamment sur ce sujet de l'évaluation. Donc là, il y a une complexité là. Quand on a réfléchi de coévaluation entre nous, entre lieux intermédiaires, on est très vite arrivé à des enjeux qui sont très qualitatifs: faire les récits, documenter nos expériences, ouvrir des espaces de discussion critique entre nous. Et évidemment, du côté ministériel, on est plutôt sur des approches type quantitative, ou au moins en tout cas QCM. On va cocher des options, on va remplir des cases. C'était déjà un énorme effort de leur côté de dire on va pas devoir remplir toutes les cases, mais vous aurez le choix, vous pourrez en remplir 5 sur 10. Quoi. Et ça, c'était du coup énorme comme évolution. Et c'est vrai que du coup, là, on a une difficulté. Mais on n'a pas que cette difficulté, on a aussi une autre difficulté qui est que le ministère lui-même se donne des moyens très très limités et parle très très peu finalement de ces choses-là. Et qu'est-ce qui fait politique publique aujourd'hui du coup sur nos pratiques? Eh bien, c'est un nouveau sujet qui est apparu, c'est le sujet des tiers-lieux. Là, pour le coup, il y a tout un tas de discours. Ils ne sont pas tenus par le ministère de la Culture. Ils viennent plutôt du CGET, de l'égalité des territoires. Vous avez peut-être entendu parler du Conseil national des tiers-lieux qui s'est créé à l'initiative d'un rapport sur le coworking qui a été mené depuis le CGET, qui était encore une part de l'État et qui maintenant est transformé en agence, l'ANCT, Agence nationale de la cohésion des territoires. Et en tout cas, il y a ce Conseil national des tiers-lieux dans lequel on a quand même entendu parler un petit peu de culture, mais très très peu, très à la marge.
Et puis, il y a tout un discours de politique publique autour de il faut faire des tiers-lieux. Il y a une injonction à faire tiers-lieux, en tout cas. Mais le paradoxe, c'est qu'au moment où on dit on va faire tiers-lieux, au moment où main-d'œuvre est invitée à siéger à ce Conseil national des tiers-lieux, au même moment, main-d'œuvre est expulsée. Voilà. Voilà un peu le contexte que je voulais rappeler. Et pour la CNLI, du coup, ce qu'on s'est dit qui est très important, c'est qu'il fallait qu'on avance sur notre propre agenda et qu'on soit capable de construire, du coup, nos perspectives aux échelles territoriales. Et c'est pour ça que, du coup, on était ravis de l'initiative des Ligériens, c'est beau, de penser une structuration. Ce qui nous paraît très pertinent, c'est de trouver les unités territoriales qui fonctionnent pour ce type et du coup d'inventer des formes de structuration dans une logique un peu depuis le terrain, immanente au terrain. Parce que nos pratiques ne sont pas modélisables. Elles se construisent depuis des histoires, et donc des acteurs, et des récits communs. Et donc c'est à l'endroit où c'est possible de les nouer qu'il faut le faire. Et pas depuis un truc pensé in abstracto, quoi. Planifié, voilà. Donc, mais par contre, il y a un enjeu, et c'est ce que la CNLI se propose de faire, d'être en fait, c'est d'articuler ces récits qui se font de façon assez locale, de les articuler à une échelle translocale, pour leur donner une puissance d'agir, à l'échelle suffisante, parce qu'on ne fait pas de la politique dans son jardin. Voilà. Bon. Je vais rendre la parole, peut-être pour illustrer cette articulation nationale-régionale. Je sais qu'il y a des gens du collectif hybride qui sont là. Peut-être Aurélie ou quelqu'un d'autre peut parler de l'expérience du 3e forum du point de vue du collectif hybride, qui est un collectif de lieux intermédiaires bretons, avec qui la CNLI et nous, à Art Factories, on a travaillé pour monter le 3e forum. Ah oui. Bonjour, oui, donc un petit retour, donc je suis Aurélie et je fais partie de Hybride, donc qui est le réseau de la coordination, enfin on s'est du coup autoproclamé coordination régionale des lieux intermédiaires et indépendants de Bretagne. Et on a donc co-organisé avec la CNLI et la FAP le 3e forum des lieux intermédiaires et indépendants qui a eu lieu à Rennes en juin dernier. Peut-être certains d'entre vous ont participé, enfin je sais que certains d'entre vous y étaient. Et donc pour cette question de l'articulation entre le régional et le national, nous, donc on avait commencé à se structurer avant ce 3e forum, suite d'ailleurs notamment au 2e forum, auquel certains d'entre nous, bretons, avaient assisté, et on avait été assez convaincus de la nécessité de se rassembler et de voilà, pour se soutenir, imaginer des collaborations et de la mutualisation, et aussi de réfléchir ensemble à trouver des solutions sur des problématiques qui concernent nos lieux, et notamment sur le rapport à la reconnaissance qu'on peut avoir au niveau de nos institutions et de collectivités territoriales. Et voilà, mais comme ce sont des aventures qui sont souvent fragiles et précaires, c'est difficile de se structurer en réseau et de maintenir ces actions, ces rendez-vous qui prennent du temps, en plus du temps qu'on doit consacrer à nos aventures. Et donc, le 3e forum a été vraiment l'occasion déjà d'un acte collectif en commun, qui a été extrêmement fédérateur, et l'articulation avec la CNLI a été extrêmement importante, notamment au niveau de l'apport aussi extérieur de nourriture, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que nous, on est en prise avec nos problématiques locales et territoriales, et on sait traiter un certain nombre de choses, mais il y a un moment où aller voir ce qui se passe à côté et avoir un peu de hauteur sur nos aventures, c'est vraiment quelque chose d'essentiel qui nous aide après à continuer à nous structurer, et à continuer à avancer, et à continuer à travailler ensemble avec de la matière supplémentaire à penser et à agir. Et voilà. Et donc du coup, l'articulation avec la CNLI est très importante à ce niveau-là. Et donc elle permet vraiment cet apport de matière, mais elle permet aussi de nous faire rencontrer d'autres acteurs. Et par exemple, nous, on est en lien maintenant avec Actif. Je ne sais pas si Lucie est là.
Elle est là, voilà. Qui est donc le réseau des lieux intermédiaires d'Île-de-France. Et donc, comme c'est aussi un réseau assez historique, on est en liaison avec eux pour savoir aussi, eux, comment ils se débrouillent sur leur territoire et avoir des échanges d'expériences aussi. Et à un niveau interrégional, on trouve que c'est assez important. Et donc, de coordonner effectivement cet ensemble de réseaux qui est en train de d'émerger. En tous les cas, j'ai l'impression, entre Marseille, la Normandie, il y a des choses qui bougent. Voilà, ici, les Pays de la Loire, il y a une volonté, la région centre aussi. Donc de voir comment aussi, voilà, à un moment, on vient par les territoires, mais il y a un moment, il faut aussi faire remonter ça à un niveau national, puisque, je ne sais pas si certains ont entendu la présentation des grands débats d'hier, en tous les cas, de l'introduction au BIS. Mais on parle de tiers-lieux, on ne parle jamais de lieux intermédiaires et indépendants. Et c'est une manière très institutionnelle et très parachutée d'en parler. Enfin, on sent bien que c'est un mot creux qu'il faut qu'on remplisse, nous, quoi. Voilà. Du coup, je passe la parole. Enfin, Jules, tu refais la transition. Ouais, je la reprends juste pour ajouter qu'effectivement, ces dynamiques de structuration régionale, en ce moment, avancent à grands pas. On peut vraiment se réjouir. Il est en train de se passer quelque chose. Il y a eu Hybride qui d'ailleurs, vous avez amené plein de trucs là, de documentation sur votre... là. Ouais. C'est pareil, hein, vous vous serviez. Je vous ai parlé de Marseille, il y a les Pays de la Loire, il y a la région centre. On a, je crois, quelque chose là comme une dynamique qui est en train de se mettre en œuvre. Et on a du coup des vraies questions qui viennent tout de suite derrière. C'est quels moyens pour ces structurations ? C'est pas nouveau non plus comme sujet. Il y en a qui ont déjà été. Il y a eu déjà beaucoup d'essais et des choses qui ont fonctionné et des choses qui ont échoué autour de ça. Et souvent, ce qui se répète, c'est depuis cette fragilité, cette précarité des pratiques, le turnover important des acteurs dans les structures, notamment des postes administratifs, et l'absorption de chacun dans des enjeux micro-politiques à cause de l'urgence et de la nécessité économique qui pèse fortement sur les acteurs. Donc la difficulté à dégager du temps pour penser le commun, le partage, etc. Le temps de travail, quoi. Fait que ce qui apparaît assez clairement, c'est que pour que ces structurations soient un peu stables dans le temps, il leur faut un petit peu de moyens quand même. Et donc, je pense que c'est le sujet concret, opérationnel, sur lequel il faut réfléchir, pas le seul. Il y a un autre enjeu qui est très important, c'est l'enjeu on l'a évoqué avec cette question des tiers-lieux, ça revient, c'est un enjeu de clarification des positions des acteurs. Pour que quelque chose puisse se transmettre et survive à ce turnover, il faut que, si ce n'est pas les acteurs qui restent en place, ce soit les idées et les discours qui tiennent quelque chose. Donc il faut pouvoir incarner à l'échelle d'un territoire X ou Y une ligne claire de conduite à peu près, quoi. Donc c'est les deux enjeux sur lesquels on peut se mettre au travail, et je pense que c'est important de le faire au-delà des lieux intermédiaires, de le faire avec les habitants, de le faire avec les politiques publiques, de le faire avec les acteurs à côté de ces pratiques d'occupation d'espace, du côté du numérique, du côté de l'économie sociale, du côté des enjeux d'agriculture ou d'agroécologie. C'est ces choses-là qu'il faut essayer d'articuler pour que tienne quelque chose comme une dynamique de structuration dans la durée sur un territoire, je pense. Et en ce sens-là, on assume noblement cette notion d'intermédiaire, d'être un peu des interstices à la croisée de beaucoup de choses. Et c'est dans ce sens-là qu'on rejoint cette question des communs. Alors on pourra en reparler peut-être, c'est un autre item, mais maintenant je pense que ce serait intéressant d'entendre justement Frédéric Hoccart, qui est ici en tant que représentant de la FNCC, et qui est par ailleurs adjoint à la mairie de Paris sur des enjeux qui touchent à ces questions de pratiques d'occupation d'espace et d'urbanisme transitoire. Peut-être, je te passe la parole, peut-être autour de cette question de l'urbanisme transitoire et de... Ouais, puis plus généralement par rapport à la discussion. Super. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Frédéric Hoccart, donc adjoint à la maire de Paris, et surtout je suis vice-président de la FNCC. La FNCC, c'est la Fédération nationale des élus à la culture.
Pour aller vite, quand s'est constitué le ministère de la Culture, s'est constitué la FNCC, c'est-à-dire c'est un peu le pendant, c'est-à-dire c'est une fédération d'élus sur les questions de culture. C'est pluraliste, hein, c'est des élus à la culture de tout bord politique, enfin qui partagent un rapport avec la République, on va dire comme ça, un cadre républicain, autour justement pour faire sens entre nous autour des questions qui sont les questions de politique publique dans le domaine de la culture. Par rapport au sujet, aux discussions qu'il y a là, d'abord, moi, je découvre avec plaisir, parce que Actif, je connais bien, mais qu'effectivement, il y a une vraie structuration qui est en train de s'implanter partout, et notamment dans les territoires, autour de tout ce qui sont les lieux intermédiaires. C'est-à-dire que par rapport à ce qui est dit là, il y a eu des expérimentations, il y a eu des choses, Autre part existe depuis, Autre part Art Factory existe depuis des années, enfin il y a eu des choses comme ça, mais le fait qu'à un moment donné, ça se structure et qu'au niveau des territoires, il y a aussi des choses, pas que dans les endroits qui sont les endroits traditionnels dans lesquels ça s'organise, on va le dire comme ça, ou dans lesquels on concentre beaucoup d'activités artistiques et créatives, c'est nouveau et je pense que c'est important et c'est force aussi peut-être avec Gageure que les choses vont continuer, en tout cas vont prendre de l'ampleur. La deuxième chose, c'est que du point de vue des élus, en tout cas du point de vue de la puissance publique, moi je ne représente que des élus, mais il y a une prise en compte d'une évolution de discours qui me semble importante, parce que ça a un peu fonctionné par cycle, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on nous parlait des nouveaux territoires de l'art, qui était le terme qui était beaucoup à la mode. Il y a quelques années, on nous a parlé des tiers-lieux, bon, alors avec aussi ça, et puis maintenant, on est beaucoup sur à la fois tiers-lieux, lieux intermédiaires, urbanisme transitoire, bon. On va dire que ça passe par cycle. Il y a des questions aussi de définition. On n'aura pas le temps de rentrer dedans, mais moi, quand j'ai vu par exemple que l'OPC, l'Observatoire des politiques culturelles, il y a 1 an ou 2, avait sorti un numéro spécial sur les tiers-lieux, et que le premier tiers-lieu qui était cité, c'était le 104 à Paris. J'aime beaucoup le 104 à Paris. C'est un établissement qui est financé par la ville de Paris, mais c'est un EPCC financé à hauteur de 10 millions d'euros. Donc on n'est pas exactement dans la même catégorie qu'un tiers-lieu, ou en tout cas qu'une autre définition qu'il pourrait y avoir dans le tiers-lieu. Donc il y a aussi des questions de définition. Je trouve bien l'idée que la définition, c'est pas on fait une charte avec 5 points, enfin il y a une charte, pardon, mais c'est aussi la propre définition ou son auto-définition qu'on peut avoir et le regard que les autres vont porter par rapport à ça. L'autre élément qui me semble important, c'est comment ça fait évoluer, ça vient faire évoluer les politiques publiques dans leur réflexion. Parce que quand on est à l'endroit, et moi je me suis trouvé à des endroits différents, mais quand on est à un endroit qui est un endroit d'élu, de réflexion sur les politiques publiques, il faut d'abord se dire que tout ce dont vous parlez là, toutes ces questions qui sont des questions de tiers-lieux, pas de tiers-lieux, de lieux intermédiaires, de lieux indépendants d'émergence, c'est pas simplement des réflexions qui relèvent d'un sujet ou d'un dialogue entre privés. C'est-à-dire quand on parle par exemple des questions d'occupation temporaire, prenons ce sujet-là, c'est pas que un sujet qui relève entre un promoteur privé et puis des artistes, des compagnies, des porteurs de projets qui du coup se seraient mis d'accord les uns entre eux. Ça relève aussi, par exemple, d'une vision urbaine qu'on peut avoir sur une ville. Est-ce qu'à un moment donné, on se dit qu'à cet endroit-là, c'est bien si on peut avoir des choses relevant des arts, de la culture, de choses intermédiaires. Donc à un moment donné, il faut sortir ce débat-là simplement d'un débat qui pourrait être un débat uniquement entre privés, mais c'est aussi des choses qui concernent directement les élus et qui concernent directement la puissance publique là-dessus. Le deuxième enjeu qu'il y a, c'est les questions d'espace. Moi, je le vois beaucoup, alors peut-être plus à Paris qu'ailleurs, mais on commence aussi à l'avoir maintenant sur les métropoles. Les questions qui sont les questions de pression foncière, on parle beaucoup, vous avez régulièrement dans les journaux, alors il y a l'augmentation du prix du loyer, il y a l'augmentation du prix du mètre carré, du mal à se loger, tout ça. Ce qui commence à être pas simplement un mal parisien, mais un mal métropolitain qu'on a partout, ça veut dire aussi quel espace on laisse à ce type d'objet à l'intérieur, aux arts et à la culture en général, mais on laisse aussi à l'intérieur de sa ville, à l'intérieur de sa collectivité territoriale, à l'intérieur de son territoire. Et c'est le deuxième enjeu, je pense, comme réflexion qu'il doit y avoir dans les politiques publiques, dans les municipalités aussi. Il y a des élections municipales en ce moment. Il n'y a pas un grand débat, on va dire, sur les questions de culture dans le débat sur les municipalités. Enfin, je ne sais pas, au niveau parisien, bien évidemment, beaucoup. Mais enfin, je dis ça en général, enfin, vous le voyez bien aussi, parce que ce n'est pas un enjeu qui est posé au niveau des élections municipales. Mais cet enjeu-là, c'est-à-dire quelle place est dévolue et quel espace il y a, et est-ce que c'est un espace qui est un espace qu'on essaie de sortir d'une pression qui est une pression foncière, une pression immobilière, à mon sens, est aussi un sujet important. Et puis la troisième chose, c'est... Et ça, c'est peut-être la révolution intellectuelle la plus dure pour des élus sur les questions de culture, c'est
faire en sorte que se produisent des choses qu'on n'a pas prévues. C'est-à-dire que si on est simplement dans un rapport vis-à-vis de la construction des politiques culturelles en disant là on va faire la médiathèque, là on va faire la bibliothèque, là on va faire le musée, là on va faire le théâtre, là on va faire le cinéma, que ce soit nous en direct ou que ce soit dans un cadre qui est un cadre privé. Un cinéma, c'est pas souvent des cinémas municipaux. On va faire appel à une puissance privée à qui on va dévoluer des mètres carrés pour faire son cinéma. Mais là, c'est comment est-ce qu'il y a des choses non prévues qui émergent et comment est-ce qu'on leur donne de la place et de la reconnaissance. Et cette question-là, qui était posée dans le débat sur les nouveaux territoires de l'art, parce que le nouveau territoire de l'art, c'est des gens qui s'étaient installés dans les années 90, main-d'œuvre par exemple, main-d'œuvre, on reprend cet exemple-là, c'est des gens qui s'installent dans le CE, le comité d'entreprise de Valeo, ils s'installent dedans. Bon. Et c'est du coup derrière comment la puissance publique se dit, mais moi, main-d'œuvre, j'avais rien prévu, parce que c'était un bâtiment, je ne savais pas quoi en faire, ils font quelque chose, je le reconnais, et tant mieux. Alors là, on est dans l'effet inverse, c'est que du coup, parce que pourquoi est-ce que la ville de Saint-Ouen veut raser main-d'œuvre? C'est parce qu'elle veut y faire un conservatoire, c'est ça? Bon, enfin, elle veut récupérer le bâtiment, justement pour y faire des choses qu'elle veut prévoir, elle. Mais comment on fait en sorte que des choses qui sont non prévues se fassent et se produisent? Et à mon sens, et je vais finir là-dessus pour ne pas être trop long, c'est que ce n'est pas simplement des éléments qui sont constitutifs de la culture. C'est des éléments qui sont constitutifs des questions urbaines, c'est-à-dire comment on construit une ville. C'est des éléments qui sont des éléments constitutifs de ce qu'on appelle la co-construction des politiques publiques. Parce que si on les co-construit, il faut aussi accepter qu'il y ait des choses qui émergent, qu'on n'a pas prévues, mais qu'on les reconnaisse, nous, derrière, en tant qu'élus. C'est aussi des questions démocratiques. On parle beaucoup aujourd'hui de nouvelles méthodes de démocratie en disant la question de la démocratie, c'est pas simplement voter tous les 4, 5, 6 ans, peu importe le mandat, enfin les élections qui ont lieu, mais c'est aussi ces questions-là qui sont posées. Donc moi, je dirais il faut élargir le champ de la réflexion par rapport à ça, en le posant à ces différents endroits, mais l'enjeu, il est celui-là. Il est comment est-ce qu'on laisse émerger, quand il y a des choses qui émergent, on les reconnaît et on les intègre quand des choses comme ça. Parce que dernière chose, pour finir quand même sur des questions qui ramènent aux arts et à la culture, c'est souvent dans ces endroits-là qu'on trouve la diversité esthétique. C'est souvent dans ces endroits-là qu'on trouve de la diversité en termes culturels. C'est souvent dans ces endroits-là qu'on trouve des choses dans le domaine de l'émergence. C'est souvent dans ces endroits-là qu'on trouve des formes qui sont des formes différentes sur le plan économique, de rapport aux artistes, de rapport au public, de rapport... Bon. Donc c'est aussi des questions et des enjeux qui pèsent sur qu'est-ce qu'on veut c'est aussi des enjeux qui relèvent de l'art, de la culture, et pas simplement des choses en disant voilà, il y a un peu de choses un peu diverses, de l'intermédiaire, du varié, choses comme ça. Voilà. Donc moi sur le débat qu'il y a là, c'est aussi si ça se met en place, je pense que c'est l'avenir en termes de réflexion sur les politiques publiques. L'avenir sur les politiques publiques, il ne sera pas en disant on va construire de nouveaux bâtiments, de nouveaux fonciers. Les choses sont là. Oui, alors ce matin, le ministre de la Culture a dit qu'il allait y avoir une réflexion sur la question des labels, ou en tout cas Ok, mais on est dans un circuit fermé sur la question des labels, où on va réinventer des labels en disant on va labelliser encore d'autres choses. Bon, très bien, mais tout ça existe, tout ça est déjà présent. Il faut le soutenir, il faut que ça continue. Les bibliothèques, les médiathèques, tout ça existe, tout ça se développe, tout ça est fort, ça. Mais donc, les réflexions nouvelles, elles sont apportées à cet endroit-là, parce que là, il y a quelque chose de nouveau, qui n'est pas forcément nouveau, parce que si on prend l'exemple de main-d'œuvre, mais on pourrait prendre d'autres exemples, je sais pas, la friche de la Belle de Mai, j'en prends un autre, qui est constitutif d'Art Factories, ou si on prend cet exemple-là, il a été dit que ça faisait 16 ans que c'était là, mais c'est comment justement on n'est plus dans des formes qui sont des formes de précarité, des formes pas d'innovation, mais de reconnaissance et de développement, parce qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent se développer de ce point de vue-là, parce que les besoins sont énormes. Moi, je le vois, et je vais finir là-dessus pour ne pas être trop long. À Paris, on a aujourd'hui un gros sujet autour de la question des occupations, pas simplement les occupations temporaires, mais aussi les questions des squats, occupations temporaires, pas versus squat, parce que des fois, le squat artistique se transforme en occupation temporaire, parce qu'il y a des besoins d'espace pour qu'il y ait des artistes, des créateurs, des gens qui travaillent, des porteurs de projets dans le domaine de la culture, parce qu'ils n'ont plus d'espace, il n'y a pas assez d'espace pour travailler. Donc ça, c'est des choses qui sont des choses potentiellement porteuses de développement, et pas simplement de défendre de vieux bâtiments. Et je suis pour défendre les vieux bâtiments, même quand ils sont là depuis 16 ans. Merci Frédéric. Je note cet enjeu de faire la place à l'imprévu qui me paraît intéressant, d'autant plus qu'il
il prend à rebours ce qui se développe beaucoup dans les pratiques, disons, de l'aménageur, qui est souvent un mix d'agir public et privé, et dans lesquels les collectivités sont très impliquées, qui consiste ces derniers temps à organiser ces pratiques d'occupation d'espace depuis une commande. Et organiser ces pratiques d'occupation depuis une commande est très peu compatible avec cet impératif de laisser de la place à l'imprévu. On ne commande pas l'imprévu, bien sûr. Et je pense que c'est un peu le nœud que nous, on ressent tous en tant qu'acteurs autour de ce tournant qu'on est en train de vivre dans nos pratiques, dans leur rapport à l'aménagement du territoire, la façon dont ça fait ville, quoi. C'est cet enjeu de reprise depuis une commande de l'aménageur. Et pour mon réseau à moi, Art Factory, qui effectivement portons cette histoire depuis longtemps, c'est associé à une certaine déception. C'est qu'il semble que ce soit la seule chose qu'on ait réussi finalement à goupiller tous autant qu'on est en matière de politique publique sur ces pratiques, alors qu'il y avait un autre projet, notamment via la question de la culture autour de ça, qui était beaucoup plus lié à ce qu'on appelle aujourd'hui les droits culturels, qui était la question dont on fait venir les habitants dans la fabrique de la ville et dans l'invention de la culture et dans la reconnaissance de leur culture avec un S, plutôt que dans la propagation de la culture avec un grand C auprès d'eux. Et c'est comme s'il y avait autour de ça quelque chose qu'on avait échoué à construire. Je pense, là, très largement, tous ceux qui sont impliqués, comme tu l'as dit, dans ces pratiques, ça veut dire aussi bien les occupants que les habitants, que les collectivités, que le privé qui met à disposition, le propriétaire en tout cas, puisqu'il n'est pas toujours privé. En l'espèce, main-d'œuvre, c'est un propriétaire public. Bon, voilà. Et moi, je crois que ça pose cette question-là de comment les politiques publiques, notamment, inventent une place au commun dans leur administration. Le commun, ce n'est pas juste un espace en dehors, c'est aussi des pratiques à l'intérieur. Et c'est ce sujet-là qu'il faudrait réussir à investir. Et ce qui me frappe, c'est que pour l'instant, ce qui s'adresse de politique publique sur les tiers-lieux, etc., est dans une grande confusion entre ce qui relève de l'intérêt privé et ce qui relève de la construction de commun. Et j'aimerais bien qu'on puisse avoir cette discussion un peu par la suite. Mais avant ça, je voudrais passer la parole à Julien Bélanger, qui va pouvoir nous parler du Conseil national des tiers-lieux et peut-être justement de ce qui se raconte à cet endroit-là. Comment ça fonctionne, le Conseil national des tiers-lieux? Qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Alors, comme on parle d'imprévu, là, je regrette d'avoir dit oui de venir aujourd'hui. Enfin, je suis très content parce que je fais pas ce que je peux vous apporter, vu si on additionne la somme des expériences autour de moi, je pense que c'est plus intéressant que... Enfin, je ne sais pas ce que j'ai à raconter en plus. Donc, on m'a dit de dire ça. Donc, j'étais chez moi un dimanche, parce que on travaille le dimanche, même si ce n'est pas un jour travaillé, mais bon, vous savez bien comment c'est, droit du travail. Et je reçois j'étais en train d'éplucher un document sur la mise en culture des friches urbaines, un territoire en transition à Nantes, un document de Élise Roy de 2005, et qui expliquait comment le quartier Belden-Champ-de-Mars préférait... grosso modo, accueillir des artistes plasticiens plutôt que de laisser des espaces vides pour que de futurs squats arrivent. Donc c'est tout un texte magnifique d'une chercheuse de Nantes. Et avec un petit groupe de travail, on recherche des vieux PDF comme ça, d'il y a 15 ans. Et vraiment, j'étais en train de dire ça, bon, peut-être pas le jour même, mais bon. Puis j'étais pas en pyjama. Et je reçois un mail, tu me dis, oui, en tant que membre du CNTNL, est-ce que ça t'intéresserait de... Enfin, vous êtes membre, du coup, je me suis dit, non, je suis pas membre, je suis membre de Pollen. Alors je crois que je suis 40 fois membre de Pollen parce que chaque fois que je suis venu prendre un pot, j'étais membre. Et en l'occurrence, c'était un dimanche. Et du coup, moi, je suis membre d'un club de foot parce que je suis vraiment adhérent. J'ai payé une cotisation. Je fais partie d'un club qui a adhéré à une fédération, à une confédération avec des lois. Mais du coup, le Conseil national des tiers-lieux, j'y suis allé une fois. Et du coup, à part le fait qu'ils aient, grâce à leur caméra de reconnaissance faciale à l'entrée, pris toutes les informations qu'il faut. En tout cas, je suis allé à la première journée. J'ai accepté parce que du coup, c'était dans un tiers-lieu magnifique parisien avec 2 vigiles blacks à l'entrée qui laissaient passer que des gens comme moi, quarantaine, chauves. Ouais, chauves, on était pas mal de chauves. Représentant justement l'avenir de la France. Et toute une journée magnifique où du coup, plusieurs têtes de réseau où des représentants d'activités devaient potentiellement créer quelque chose qui
sur lequel j'étais plutôt d'accord, ne devait pas suivre le vieux modèle des fédérations, des confédérations, avec tout l'écueil des ministères de la Culture, justement, sur, voilà, c'est toujours les mêmes gens qui vont dans les salles de concert, dans les salles de cinéma, 20 ans après, etc., etc. Donc plutôt un constat plutôt pas mal au départ. Heureusement, on a eu le roi, la ministre de la Culture, qui est venu nous présenter les microfolies, qui sont quand même magnifiques. Je ne sais pas si vous avez suivi ce truc-là, sur les mini Beaubourg qui vont avoir lieu dans les QPV, donc on va pouvoir enfin voir du vrai art dans les quartiers. Donc on a eu ça l'après-midi, ça c'était pour toi, Marie. Et autrement, une discussion sur les tiers-lieux. Donc, tu m'as demandé de raconter ça, donc je le raconte. La Conseil national des tiers-lieux est plutôt porté par des jeunes gens sympathiques, 10 ans de moins que moi, sympas, qui viennent de gens qui ont essayé de monter, de mettre en place des ateliers d'appropriation sociale des technologies comme nous, c'est-à-dire on essaye plutôt de s'implanter dans la vie numérique plutôt que de s'implanter dans la ville, en se disant on n'a jamais réussi à se structurer nationalement, régionalement, etc. Est-ce que c'est un mal de ne pas se structurer, etc. Bon. Et puis il y a certains qui sont arrivés à des hauts postes, en haut je crois, et puis ils se sont dit je bosse chez moi, mais des fois je bosse le dimanche, il me faut un endroit pour bosser, peut-être à plusieurs, et payer le chauffage. Donc ça va s'appeler le tiers-lieu. Je ne sais pas d'où ça vient exactement. Enfin, toujours est-il qu'ils se sont dit, tiens, allez, on va. Et moi j'ai accepté d'aller à cette réunion-là, parce qu'enfin, on ne parlait plus des Fab Labs. Du coup, ça faisait 10 ans qu'on a invité Ping sur... mais le réseau des Fab Labs, c'est un réseau international très très fort. Est-ce qu'il faut créer un réseau des Fab Labs régional, voire un réseau des Fab Labs départemental, ou le réseau des Fab Labs du Breil, avec une coopération, une confédération? Donc on s'est mis à dos toutes les fédérations du pop, parce que non, on est déjà fédérés, on fait déjà de l'appropriation sociale. Et du coup, à chaque fois on répétait, vous savez, les gars du MIT sont assez futés. En fait, en 2011, en fait, ils ont lâché le label, et le label, c'est une autodéclaration où tu te dis, moi je suis Fab Lab parce que une fois par semaine, je reçois du grand public. Voilà, c'est tout. Et t'es Fab Lab. T'as le label. Et il n'y a rien, et au niveau économique, en fait, c'est déclaratif, et tu t'inscris sur une plateforme web, et tu cliques sur un bouton, et tu dis, je suis là. Et je cartographie. Ils sont passés du coup 200 Fab Labs dans le monde à 4500, je crois, ce qui est vraiment quand même une très bonne idée, d'utiliser les outils web comme ça. Et c'est un peu ce qu'on a fait, nous, à Ping, sur la région, sur les espaces numériques. Les gens qui s'estiment être en contact avec du grand public et des technologies, ils s'auto-déclarent, et plutôt que d'attendre un label qui te contraint, te programme et te dit ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, voilà, du coup, ce que je peux dire sur le Conseil national des tiers-lieux, je me suis engagé quand même verbalement, ou via un mail plutôt, à aller 3 fois à 3 réunions. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de collectifs ou de réseaux différents. Donc il y a le réseau des Fab Labs qui s'est créé en association. On doit être dedans, je crois, ça ping, mais je ne suis pas sûr. Il y a le réseau des gens autour de la pédagogie ouverte. Il y a le réseau des espaces de coworking de la région Aquitaine. Enfin, il y a plein de réseaux, plein de formes différentes. Ça me fait vraiment un peu penser quand on m'invitait au début à la Fédération de musique actuelle, où il y avait plein de réseaux différents, puis après il y avait le fisc, tous ces machins-là un peu, tous ces poupées russes qui sont, pour quelqu'un qui fait une thèse sur les politiques publiques et l'aménagement du territoire, ça peut être intéressant. Tous les jours, c'est un peu complexe à voir l'utilité. Mais des fois, ça donne des métiers. Donc là, vous avez vu qu'il y avait des formations d'animateurs de tiers-lieux. Donc c'est assez intéressant. On va avoir bientôt l'inspection des tiers-lieux, tout à fait. Et puis, voilà, après, quand même, concrètement, ce que je trouve un peu quand même dommage, c'est qu'on est toujours encore dans cette vieille idée de se dire, je crée un espace physique avec une programmation et je fais tout pour aller piocher du public qui viendrait dans mon espace, alors qu'on sait très bien que c'est plutôt à partir de ce qui se passe dans la rue qu'on peut créer des espaces communs à l'extérieur. Donc on est très très proche de ce que fait, par exemple, Laurent Hoth sur la pédagogie sociale, la pédagogie critique à Paris, et on est plutôt sur le fait d'oublier le mot lieu. Donc ça va être un peu compliqué, mais on va peut-être le supprimer. En tout cas, en effet, la petite différence peut-être qu'il peut y avoir avec d'autres réseaux qu'on a vus, c'est que le Conseil national des tiers-lieux, il est adossé au CGET, qui n'a pas forcément le même budget que le service vie associative de la ville de Nantes. Et donc du coup, on voit qu'il va y avoir forcément un soutien, un aménagement, et du coup, qui vont peut-être nier l'existence des lieux intermédiaires. Donc on est très proche des lieux de l'interstice un petit peu, donc je trouve que c'est, en tout cas... hop, là j'arrête, je change de casquette, on serait plutôt prêt à adhérer à la Conseil national des lieux intermédiaires. Oh, c'est pas un conseil, c'est une coordination. Coordination, pardon. Mais ce qui me manque un peu dans ta description, est-ce que tu peux nous dire comment on en fait partie, du coup, de ce conseil? Comment toi, tu te retrouves à y aller, à y être invité? Et est-ce que tu sais ça? Qui élit les membres du Conseil national? Quelle est la gouvernance? Quel est le... Tu vois? Pour redonner le tempo, je crois qu'on a été invité
sans savoir qui venait, parce que du coup, le RGPD, on ne peut pas savoir qui vient, à une première réunion, dont le but était de se dire, à la deuxième réunion, on décidera du mode opératoire donc la prochaine réunion, qui devrait avoir lieu peut-être bien en avril, devrait décider de comment, justement, qui participe et tout ça. Donc, c'est un peu comme si tu crées une asso avec un copain, et le lundi, on crée l'asso, ça va être ça le sujet, puis tu dis, bon, on se voit lundi prochain, puis on verra comment on déclare les statuts. Donc je t'avoue que je n'en sais pas plus que ça. À part le fait que quand même, ce qui est original est là, on rejoint cette idée de Startup Nation, quand même super intéressant, parce que quand même le côté startup, ça s'arrête, donc en fait c'est quand même intéressant de développer des politiques publiques qui s'arrêtent. Du coup, il y a quand même l'idée d'avoir une association plutôt que des politiques publiques qui viendraient soutenir les tiers-lieux. Donc, qui dit association, peut-être que je me dis que c'est une association loi 1901 avec un CA, un conseil d'administration, donc libre à vous d'aller postuler, de prendre... de détourner l'association. Le pouvoir, tout à fait. Donc c'est un statut associatif au départ. Je sais ce que je sais. Alors, du coup, je crois que j'en sais plus que toi. Vas-y. Moi, j'avoue que je lis pas tous mes mails. Parce qu'il y a bien une association qui s'appelle France Tiers-Lieux, qui n'est pas le Conseil national des tiers-lieux, mais qui est en quelque sorte la cheville ouvrière. Et donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes gens. L'idée sur le Conseil national des tiers-lieux n'est pas arrêtée non plus, mais peut-être ce serait une SCIC à terme. Et pour l'association en question, ces statuts ne sont pas accessibles, et à vrai dire, j'en ai discuté avec un de ces deux salariés, puisqu'ils ont déjà des salariés, qui eux-mêmes n'étaient pas au courant de ces statuts, ce qui est curieux pour une association. Et oui, c'est un peu bon. Et ce qui est le lien avec le CGET. Le CGET donc n'existe plus. Il existe maintenant l'ANCT, une agence. Donc une agence, c'est quelque chose qui carbure au projet. C'est plus quelque chose comme, c'est plus une structure d'État. C'est plus la même chose. Donc c'est l'appel à projet Fabrique de territoire qui fait le lien entre l'agence ANCT et le Conseil national des tiers-lieux, puisque le Conseil national des tiers-lieux porte un conseil sur l'attribution de cet appel à projet, donc Fabrique de territoire, qui porte sur la création de tiers-lieux structurants sur le territoire, à la fois un territoire de politique publique et un territoire numérique, enfin sur des enjeux de tiers-lieux numériques, disons. Voilà. C'est dans ce cadre-là d'ailleurs qu'on voit apparaître les microfolies, au titre d'exemple de ce qui pourrait se faire, qui serait dans le domaine de la culture, dans ce cadre-là. Il y a une fois la mention du mot artiste comme public cible des tiers-lieux dans cet appel d'offres. Il y a quelques fois la mention de culture, 4-5 fois, mais uniquement associée à culture numérique ou à microfolies. Et il n'y a pas le mot art. Bon. Mais c'est vrai que je ne sais pas si c'est le même objectif ou enjeu que ce dont vous avez échangé lors du forum, mais le gros sujet, c'était plutôt la question de l'aménagement du territoire, le milieu rural, plutôt que comment on booste ce qui se passe déjà dans les métropoles. Oui, oui, tout à fait. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans le discours de politique publique du côté de la culture sur nos sujets de lieux intermédiaires. C'est ce qui avait été porté un peu comme les zones blanches de l'action publique. C'est vrai que c'est une approche qu'on a du mal à réadresser correctement, parce que je crois que c'est une conception de la territorialité qui est assez pauvre, en fait, et qui rend mal compte de ce qu'on fait comme travail d'invention dans le rapport au public, dans nos pratiques. C'est un autre sujet, peut-être. En tout cas, moi, je voulais maintenir cette question du CNTL. Ce qui est surprenant, c'est que, du coup, les gens qui ont été convoqués à en faire partie, et dans assez peu de transparence, puisque on ne sait pas, même quand on a été... nommé comme en faisant partie de ce CNTL, on ne sait pas qui en fait partie vraiment, les autres, la liste complète. Mais c'est une pratique discrétionnaire qui a été utilisée pour constituer ce CNTL. Et elle a été constituée depuis un geste assez opaque de commande publique d'une enquête sur le coworking à un acteur privé qui s'appelle Patrick Levy-Vates et qui a beaucoup travaillé sur les enjeux d'auto-entrepreneuriat. Et dans le CNTL, il y a aussi des acteurs qui ne sont pas juste des gentils animateurs de projets numériques et sociaux. Il y a aussi des gros acteurs du coworking qui font du travail entrepreneurial pur et dur, de mise à disposition, qui ont un business model, qui n'ont pas d'enjeux sociaux du tout, et qui ne portent pas des enjeux d'intérêt général non plus. Et l'endroit où ça s'est passé, la première réunion, la Cité Fertile à Pantin,
portée par Signé Ouko, qui est une entreprise commerciale qui fait du tiers-lieu façon un tout petit peu d'habillage écologique, mais un enjeu commercial très clair, de valorisation du foncier, où on n'a plus que les attributs extérieurs de nos pratiques de friche. On a bien une palette, on a bien un petit peu de bière artisanale, on a bien du clubbing DJ et des graffitis. Ils ont même monté une école des tiers-lieux Signé Ouko, c'est pas merveilleux, ils ont monté une école dans laquelle le premier cours, c'est de faire le pochoir Anard, pour habiller ton tiers-lieu culturel et écolo. C'est vrai que il y a quand même, il y a pas que des moutons dans l'enclos. Et du coup, c'est très curieux quand même cette chose qui est en train de s'inventer là, comme dispositif de. Alors on ne sait plus très bien comment l'appeler, de politique publique, ou parce qu'on ne sait plus très bien où ça se situe exactement. C'est parce que c'est une association de droit privé finalement, mais qui gère des enjeux de politique publique. Et depuis des acteurs qui, pour certains, parlent d'intérêt général, pour d'autres, construisent leurs intérêts privés. Dans des dynamiques, d'ailleurs, assez fortes. Signé Ouko, c'est une entreprise dont le capital se grossit très très vite ces dernières années. J'habite à Pantin, je le vois, je sais. Alors, bon, on a un vrai sujet quand même là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Et voilà, je voulais passer la parole maintenant à Marie de la Luna pour revenir peut-être plus au territoire nantais, mais en restant sur ces enjeux de politique publique, de la culture, de nos pratiques d'occupation d'espace et de ces nouveaux faits de construction d'intérêt depuis ces pratiques. Ouais. Enfin, moi, d'abord, juste dire que l'Assemblée aujourd'hui, elle est relativement jeune en fait aussi. Enfin, je trouve ça intéressant de voir à quel point, quand on parle de lieux pour agir, en fait, finalement, toutes les générations sont présentes et assez porteuses, je pense, de plein d'ambitions. Et c'est vrai que quand on voit le développement, alors moi, la Luna, on travaille à partir d'un atelier, en fait, dans le quartier des Dervaillères. Et en fait, je pense qu'on a été... on a accompagné tous les projets de renouvellement urbain. Sauf qu'au départ, quand on s'est installé au Dervaillères, c'était dans un appartement vacant, en fait, parce qu'à l'époque, il y avait des HLM vacants. Donc ça voulait dire qu'il y avait... on a bénéficié, en fait, d'interstices urbains qui étaient destinés, enfin, qui étaient en interrogation. On ne savait pas quoi en faire. Il fallait peut-être les démolir. Mais nous, on n'avait pas trop conscience de ça. À 25 ans, on sort des Beaux-Arts. Et on avait plutôt envie de simplement occuper des espaces qui nous paraissaient éloignés du centre urbain, où déjà beaucoup de programmes culturels étaient mis en place. Et petit à petit, en fait, aujourd'hui, donc au bout de 25 ans, excusez-moi, mais au bout de 25 ans de cette expérience-là, c'est un projet collectif, on le mène à 3, et c'est un projet ouvert aussi à des habitants, des groupes de personnes, des groupes sociaux. On a beaucoup travaillé sur les projets d'hospitalité, par rapport à des cultures différentes et tout ça. Et en fait, aujourd'hui, on travaille à partir d'un lieu qui s'appelle la Fabrique des Dervaillères, et qui est un lieu plus institutionnel, puisque c'est un lieu municipal. Sauf que dans nos pratiques, en fait, c'est un peu... avec Pollen, puisque Pollen, ça fait 20 ans en fait, qu'il y a ce projet-là, on est presque à l'opposé au niveau... nous, on occupe un lieu avec une gestion municipale, mais je vois à quel point... par contre, les projets qu'il y a à l'intérieur de cette fabrique-là sont portés aussi par des acteurs très autodéterminés, parce que finalement, on a d'abord nos projets avant d'avoir les lieux, et c'est cette autodétermination d'être là, et particulièrement là, qui fait la différence, en fait. Et bien entendu, on a tenté, à des moments, la politique publique a tenté de nous faire aller ailleurs, à suivre les pérégrinations de l'urbanisme transitoire. Et en fait, non, si on s'attache à du projet, plutôt à une aventure artistique, on ne se défait pas des territoires qu'on choisit, on ne se défait pas des lieux, des personnes qu'on rencontre, et de la façon de fabriquer les choses et de réaliser une œuvre, en fait. Et je crois que ce qui différencie beaucoup cette idée que moi j'ai des tiers-lieux et des lieux intermédiaires et indépendants, c'est justement cette capacité à s'autodéterminer dans ce qu'on a à faire, sans commande précise, mais simplement parce qu'on a envie d'agir.
et aussi la possibilité d'être non transformable et non transportable où une décision politique le voudrait. En fait, on agit parce qu'on se pose des questions, on est acteur de notre contemporain et on a envie, à partir de pratiques artistiques, à donner des formes à ces interrogations-là. Et donc, c'est vrai que aujourd'hui, une ville comme Nantes, enfin, je pense à ça parce qu'une ville comme Nantes, finalement, laisse de moins en moins de place à des ateliers, à de la possibilité d'avoir des lieux comme Pollen existe encore aujourd'hui, mais ça a été un grand combat sur plusieurs années. Et parce que chaque fois, la pression foncière est là. En général, on accepte que l'artiste joue un rôle et les artistes qui ont aussi des problèmes, enfin les artistes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes archis qui ont une façon d'agir aussi très comment dire, artistique, dans le sens où on crée des lieux et finalement participe à ce paysage un peu transitoire. Mais souvent pour simplement négocier l'espace, faire monter l'immobilier, la gentrification et tout ça. Et je pense qu'on a un devoir, en fait, ou une forme d'obligation à résister à ce phénomène-là, à partir même des centres-villes aussi et de ceux qui se fabriquent. Parce qu'aujourd'hui, tous les gens qui cherchent des lieux pour travailler, ils se retrouvent un peu autour de Nantes. Alors, c'est bien aussi, mais ça pose quand même question sur la régénération sur elle-même d'une ville, en fait. La possibilité de laisser une ville vivre comme un corps plus organique, avec la place à des initiatives indépendantes. Et je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui. Que la CNLI existe, c'est pour justement permettre cette régénération au sein même de l'urbain, en fait. Et là, ça me faisait sourire de me retrouver à côté de Julien, là, parce qu'en fait, il y a de ça 10 ans ou 15 ans, je ne sais pas, on a eu un même combat, mais c'était autour de l'économie sociale et solidaire. On s'est retrouvés acteurs culturels, toi du numérique, moi sur les travaux de proximité avec les quartiers populaires. Et déjà, on était pris entre toutes... Pendant quelques années, il y a une initiative, une énergie qui vient d'acteurs, souvent associatifs, qui ont des fonds, des moyens, des petits moyens, des fragilités, mais plein d'inventivité, de créativité, et surtout de force, en fait, de force de proposition et d'engagement politique. Et après, au bout d'un moment, on s'est retrouvé absorbé par une dynamique de l'économie sociale et solidaire, et que d'un seul coup, ce sont plutôt les acteurs SIC, coopératives, mutuelles, assurances, banques, qui se sont emparés de toutes ces valeurs-là, quoi. Et c'est vrai que pour nous, ça m'a fait sourire de te voir au même moment, parce qu'on se dit, tiens, encore à nouveau, on croit à cette initiative des lieux intermédiaires, indépendants, et portés par des acteurs incarnés, en fait, qui veulent ça, et qui savent pourquoi ils le veulent, parce qu'aujourd'hui, je pense on va pas se faire une histoire, mais c'est un moment où on a besoin de prendre des initiatives et des responsabilités par rapport à nos choix de vie, nos choix d'habiter, tout ça. Et en fait, on se retrouve gagné par d'un seul coup une forme de planification, d'une modélisation qui arriverait. Alors le numérique, malheureusement, Julien, tu vas pas pouvoir en débattre, mais à mon avis, c'est un outil fabuleux pour ça, pour désincarner certaines choses. Et donc, du coup, faire réseau, faire groupe, faire occupation. Mais où sont les gens? Où peuvent être les gens aujourd'hui? Et moi, je crois beaucoup à ces initiatives. Alors, bien sûr, les décideurs politiques, ils vont dire ça fait bordel, il y a trop de choses, c'est trop éparpillé. Voilà. Mais on est quand même assez responsable pour justement avoir envie, comme disait tout à l'heure Aurélie, une forme d'envie de vraiment se rencontrer, d'échanger, de se disputer aussi, en vrai, politiquement, pour justement faire émerger des choses, quoi. Et ne pas être soumis à une planification qui viendrait... Et c'est vrai que d'un seul coup, quand tu vois le mot surgir comme ça, tiers-lieu, et que moi, je sais, par exemple, dans les quartiers populaires, aujourd'hui, au niveau du monde de l'insertion, par exemple,
C'est plutôt des modèles aujourd'hui de grosses entreprises d'insertion qui vont travailler sur cette idée de tiers-lieu avec des espaces de convivialité, d'hospitalité, mais finalement pour faire de l'insertion en fait plus marchande, économique que l'émancipation des personnes. Donc ça pose question en fait, parce que cette modélisation finalement oublie beaucoup l'essence et les énergies politiques des acteurs engagés en fait. Et c'est vrai qu'on aurait plutôt envie d'établir des contrats de confiance en fait entre la collectivité et des gens qui agissent, parce que finalement on n'a pas besoin qu'on nous dise où agir, ni qu'est-ce qu'il faudrait faire et quelle forme il faudrait prendre. Ça se fait en sélection presque naturelle, puisque c'est en faisant que tu expérimentes et que tu vois si la chose elle résiste et elle a raison d'être là, quoi. Et donc voilà, on aurait plutôt envie d'établir les choses sous des formes de qu'est-ce qui existe et quel contrat de confiance on peut avoir, sachant que si les lieux tiennent depuis tant d'années, c'est pas complètement farfelu et irresponsable. Je sais pas. Je me permets de reprendre la parole, du coup. On a fait un... Ouais, je suis là, pardon. On a fait un tour du coup, voilà, on a fait un peu un tour des différents intervenants avec différentes entrées pour vous donner un petit peu de matière. Mais voilà, en général, les acteurs des lieux intermédiaires et indépendants, c'est des gens qui sont assez politisés, qui réfléchissent à leurs problématiques depuis longtemps. Donc voilà, on a parlé, enfin là, tu viens de finir sur les questions voilà, d'être incarné, autodéterminé, de pas qu'on nous dicte ce qu'on a à faire parce qu'on sait déjà ce qu'on a à faire. On a parlé pas mal d'espaces d'invention, d'imprévus, de régénération. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont des questions ou qui veulent participer et nourrir ce débat qu'on a ouvert sur... Voilà, et peut-être aussi, je ne sais pas, la question des tiers-lieux, des lieux intermédiaires. Oui. Je rajouterai une chose, c'est que Frédéric Ocard va nous quitter d'ici 5 minutes. Alors, si vous avez des questions, on prend un premier tour de questions pour Frédéric, s'il y en a qui sont spécifiquement pour lui, histoire que vous puissiez les poser avant qu'il s'en aille. Alors, je vais la transformer en question. Donc, Vincent, il y a plusieurs enjeux, moi, qui me semblent ressortir de ce premier échange, c'est-à-dire que c'est quoi la structuration ? La structuration, c'est s'organiser. Et effectivement, on est sur des initiatives, donc c'est avant tout une initiative individuelle, machin, qui répond et qui se positionne dans une interstice. Donc il y a une notion d'indépendance. Et souvent, l'initiative, elle se positionne en différence à l'existant. Je vais monter tel projet, c'est différent du lieu un tel, différent de l'association truc, etc. Nous, on développe autre chose. Et donc, c'est cette différence qui fait l'existence et qui fait finalement une forme d'existence et de légitimité. Et de cette démarche d'initiative qui avance, qui construit son projet, qui fait des actions, il y a une demande finalement de reconnaissance, de soutien. Donc, on arrive à la question financière et puis après de durée. Et donc, il y a aussi la question de temporalité. Et donc, c'est bien cet enjeu-là qui est posé, c'est-à-dire que et toutes les émergences ont un moment, on a évoqué les territoires de l'art, on a évoqué les musiques actuelles, le numérique, enfin, toutes ces émergences, à un moment, elles se regroupent pour se structurer, pour dire on existe, on présente un certain poids, il nous faut de l'argent, il nous faut, etc. Et le ministère en général, et ce que tu as décrit dans l'organisation, on l'a vécu, mais pleinement pareil sur les musiques actuelles. Le ministère ressent à un moment que les musiques actuelles, ça devient un enjeu. Donc, on va inviter les têtes de réseau qu'on a un peu identifiées et on va. Donc, voilà. Donc, c'est un petit peu un phénomène classique. On l'a eu sur les nouveaux territoires de l'art qui, finalement, de par une spécificité d'initiative différente, du pas de côté, finalement, on arrive très vite à l'obtention d'un label et une nouvelle légitimité parce qu'on est important. La question du coup qui est posée, c'est pour ça que je la transforme en question, c'est la question de c'est quoi une politique publique ? C'est quoi une responsabilité publique ? Et non, mais en deux mots, une responsabilité publique, c'est d'organiser une diversité. Il n'y a pas un service public, moi j'y crois pas. Il y a une responsabilité d'une politique publique partagée entre des institutions, des acteurs, etc. Et c'est vrai qu'on a eu l'habitude de construire des institutions qui sont dépendantes et pilotées fortement par la collectivité, alors qu'aujourd'hui on est dans la place de l'initiative et qu'il faut
organiser cette diversité, puisque ça répond à des choses un petit peu différentes. Place à la réponse. Et Alors, est-ce qu'il y en a une autre très très courte de question pour Frédéric, histoire qu'il puisse répondre aux deux? Non? Bon. Ok, D'accord. non, parce que je suis désolé, j'ai un train à 4 Il y en heures. a une, donc là. Ah, pardon. Je rajoute juste sur cette question de quelle politique publique c'est et comment à la FNCC vous distinguez entre une délégation au commun, au nom de l'intérêt général, et puis un transfert vers le privé de l'intérêt général. Ouais, juste une question pour l'élu. Moi, je fais partie d'un petit collectif qui a mené une expérience pas très loin d'ici qui s'appelle Amical Bancal. Et en fait, donc, on a eu un questionnement sur comment vous faites en tant qu'élu pour évaluer les impacts que peut avoir un projet de tiers-lieu ou de lieu intermédiaire sur un quartier. Parce qu'en fait, on a constaté que nous, nos élus, ils évaluaient un peu ce genre de projet avec les nuisances que ça peut apporter, ce genre de trucs. Et en fait, c'est un vrai problème, c'est un vrai enjeu, c'est un vrai challenge. Il y a toujours un peu cet équilibre. Et en fait, j'aimerais savoir si il y a des outils qui sont pour prendre en compte un peu l'impact positif que peut avoir ce genre de lieu sur la vie d'un quartier, sur la vie d'un territoire, etc. quoi. Alors, ça rejoint la question précédente, c'est qu'il faut aussi se rendre compte que du point de vue de la manière dont sont menées les politiques publiques dans le domaine de la culture, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des villes, dans les administrations, on est quand même encore aujourd'hui, et j'aime beaucoup les DAC, des choses comme ça, mais on est quand même sur des choses qui sont encore un peu en silo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va réfléchir. Vous êtes élu adjoint à la culture, la première chose que vous allez voir votre DAC qui va vous dire, il va commencer par vous faire la liste des équipements qui sont les équipements publics de la ville. Il ne va pas commencer par vous faire l'état culturel de son territoire. Or, à un moment donné, il peut y avoir des choses qui ne relèvent absolument pas de ce que fait la ville de manière directe ou indirecte, mais qui, sur le plan du territoire, si on prenait simplement cet endroit-là, sont beaucoup plus importantes du point de vue de ce que ça crée en termes artistiques, culturels, social, je ne sais pas quoi, que le lieu qui a été créé. Bon, alors, ça peut aussi y avoir une adéquation, mais comme il ne peut pas y en avoir. Donc il y a une vraie réflexion à porter de manière différente aujourd'hui. Il y a une forme de révolution culturelle, c'est-à-dire qu'il faut accepter qu'il y ait des choses qui sont non prévues qui émergent. C'est ça le vrai sujet, parce que sinon, on n'arrivera pas à ça. C'est aussi un combat, c'est aussi... là, vous me faites passer un questionnaire à Lyon, là, visiblement, on interpelle les élus très bien dans le cadre des élections municipales. C'est aussi des exemples de clarification. J'ai fait de la boutade tout à l'heure sur la question du 104 comme tiers-lieu, pas parce que je pense que le 104 est un tiers-lieu, mais parce qu'effectivement, il faut définir précisément les choses qui sont les choses là-dessus. Et de la même manière, il faut aussi définir précisément les choses en termes de partenariat avec le privé, par exemple. Parce que le privé, ça peut aussi, c'est une multinationale comme c'est l'association du coin. Les deux, ça relève du privé, parce que ce n'est pas la puissance publique en direct. Et que c'est... Bon. Sauf qu'à un moment donné, ça ne raconte pas la même chose. Ça ne raconte pas la même chose quand c'est une multinationale que quand c'est l'association du coin. Donc tout ça, c'est deux choses. C'est d'abord une évolution qu'il faut passer du point de vue de comment est-ce qu'on prend en compte les politiques publiques dans le domaine de la culture. Elles sont à plein d'endroits différents. Moi, par exemple, je peux prendre mon exemple, ma délégation, j'ai des choses qui relèvent de la culture et j'ai des choses qui relèvent de la DAE, de l'attractivité de l'action économique. Tout ce qui est dans les musiques actuelles, c'est à la DAE, par exemple. Pourquoi c'est pas à la DAC? Ça pourrait être à la DAC ou vice-versa. Donc il y a un vrai travail à faire comme ça de perception. Et pour la question là-bas, c'est aussi une question qui sont du coup, quels critères d'évaluation on va prendre? Parce que, encore une fois, si on prend des critères d'évaluation qui sont basés simplement par rapport à des formes traditionnelles, on va dire, bon, il y a combien d'entrées? Mais ça ne veut rien dire, il y a combien d'entrées? Parce que qui vient? Ah oui, donc on va prendre les étudiants du coin, puis ils vont nous dire qui vient, machin. Bon, on peut peut-être aller un peu plus loin que ça. Sinon, on va être sur des critères d'évaluation qui vont être traditionnels. Bon, il y a eu 3 plaintes au commissariat. Ah bah ça, c'est pas de problème, on les sait. Ça, c'est au moins une évaluation qui est claire. Donc c'est tous ces sujets-là qu'il faut poser. Mais il y a besoin qu'elles soient posées dans un dialogue. C'est-à-dire qu'il y a besoin, je ne vais pas vous dire bougez vos élus, mais oui, il y a besoin de ça. Parce que sinon, les choses ne bougeront pas d'elles-mêmes. Elles bougeront à partir du moment où, c'est pour ça que c'est bien qu'il commence à y avoir des coordinations, des machins, des trucs comme ça, elles bougeront à partir du moment où il y a des choses qui sont construites en commun, c'est le terme de commun qui est utilisé là, parce que sinon, vous aurez aussi des sujets qui seront des sujets, pas simplement de la pression du privé, mais aussi quand vous avez des mètres carrés qui sont dégagés pour y faire des choses, vous avez à l'intérieur d'une même collectivité, est-ce qu'on y fait de la culture? Est-ce qu'on y loge des gens? Vous avez tous ces sujets-là qui sont posés là. Donc il y a besoin de ça. Voilà, je ne peux pas vous dire plus. Et si je ne veux pas rater mon train, je suis obligé de m'arrêter là. Merci beaucoup.
Merci Frédéric Coquart et bon retour. Les trains roulent aujourd'hui. Bon, alors, du coup, on peut reprendre le tour de questions de façon plus tranquille. On va attendez d'avoir le micro parce qu'on enregistre. On va être 2 à circuler. N'hésitez pas à nous interpeller. Il n'y a pas de l'inspiration à aller trouver à l'étranger, comment ils font, ou de l'exemplarité dans toutes ces réflexions qu'on a en France. Moi, je ne sais pas. Alors ça, je peux répondre très très vite parce que ça me permet de reparler du Commons Camp à Marseille. En fait, les territorialités dans nos pratiques, elles sont très étirées et très fines. Elles prennent des formes comme ça, donc, qui sont très très loin des territorialités administratives. Et du coup, on a des effets comme ça de connexion à grande distance. Le Commons Camp à Marseille était, de ce point de vue-là, tout à fait translocal. On avait des gens de Barcelone, des gens de Naples, des gens d'Irlande, des Québécois, des gens... il y avait même un Serbe, tiens, d'ailleurs, plutôt rare dans ce genre de sujet. Et effectivement, il y a beaucoup à apprendre, mais ça a lieu. Moi, il y a une chose qui me frappe dans ce qu'a dit Frédéric Coquart, c'est qu'il dit... Je suis heureux de voir qu'il y a des choses qui commencent à se structurer. Mais moi, je suis bien placé en tant que coordinateur de mon réseau Art Factory pour savoir que ce n'est pas du tout le cas. Ça fait 20 ans, au moins, que mon réseau existe en tant que tel. Et je ne suis pas du tout le seul à porter des histoires qui durent depuis plus de 20 ans. Bon, on a parlé de main-d'œuvre, enfin, il y en a d'autres. En fait. Ce n'est pas du tout nouveau. Ce serait une fausse piste. Et en tout cas, la CNLI, elle s'est créée en 2014. C'est déjà, c'est pas tout neuf en fait. Et on a effectivement déjà un travail qu'on mène depuis longtemps sur ces sujets-là, notamment les enjeux de coévaluation qui ont été énoncés. C'est vrai que ce qui est surprenant, c'est plutôt de se dire que ça n'a pas beaucoup avancé. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas beaucoup avancé? Est-ce que c'est vraiment... Alors, il faut aussi s'interroger sur nous, sur notre propre capacité d'action. Mais je crois que ce ne serait pas suffisant, ce ne serait pas tout à fait juste de se battre la coulpe à cet endroit-là quand même. Parce que par exemple, le travail de coévaluation... avec ce groupe de travail au ministère où il y avait l'UFISC, où il y avait Art Factories, on a avancé des choses l'année passée pour les lieux intermédiaires. On a écrit une grille de coévaluation pour pouvoir intégrer d'autres mesures que le nombre de plaintes au commissariat. Cette grille, elle existe. Aujourd'hui, elle n'est pas mise en œuvre. Alors, c'est pas fou comme travail. Il y aurait encore beaucoup mieux à faire. Mais on a aussi un travail sur ce sujet-là. Je vous renvoie vers les actes du 3e forum. Au 3e forum, on a réussi à élaborer une réflexion sur les enjeux de coévaluation, notamment avec l'aide de Luc Carton, qui vient de Belgique. Donc on reparle donc des exemples étrangers. Oui, il y en a. Et en fait, on s'en inspire. En fait, on travaille là-dessus. On y est. En Belgique, où ils n'ont pas eu ce problème du conflit entre le ministère de la Culture et l'éducation populaire, ils se sont construits une politique publique de la culture qui permet beaucoup plus de mettre en œuvre, disons, le droit des habitants, hein, en gros. Et donc, ils ont réussi à mettre en place des enjeux de coévaluation de leurs pratiques culturelles, notamment en Wallonie, qui sont très intéressants. Je vous renvoie vers les travaux de Luc Carton qui a contribué à ça. Bon, voilà. Donc tout ça, c'est pour dire, oui, effectivement, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Il faut aussi se souvenir de ce qu'on fait nous. Et surtout, en fait, on est au travail sur ces choses-là. Et ce qui est curieux, c'est que ça n'avance pas malgré tout. Oui, moi je voulais juste dire l'histoire de l'ailleurs. En fait, déjà l'ailleurs, il est aussi ici beaucoup, en fait, hein, vu que les temps qu'on traverse aujourd'hui avec toutes les migrations, les gens qui viennent de plein d'horizons différents. Mais en fait, quand tu parles de la Belgique, il faut voir qu'en Belgique, toute l'organisation politique et sociale, les territoires, enfin la façon de vivre, la politique, elle est complètement différente. Ben oui, et non, on a c'est peut-être le sujet en France. Oui, non, parce mais que voilà, ça n'avance pas, mais... Oui, voilà, d'où ça vient que ça n'avance pas. Voilà, et en fait, cette planification autocentrée voilà, que nous avons en France et qui aussi se lie aussi sur les académies, en fait. On place tout en académie, en grande école, enfin on voit bien comment les choses se passent. Et ben cette planification, c'est vrai qu'on la retrouve... dans la culture, mais on peut la retrouver aussi dans la manière dont on a construit, en fait, hein, parce qu'on est quand même les rois en France aussi, au niveau architecture, à avoir, après 45, avoir fait
essentiellement qu'une façon de construire les choses. On parle des grands quartiers, mais aussi le béton et tout ça, et tous nos savoirs vernaculaires, en fait, issus des régions et tout ça, de la terre. On le redécouvre aujourd'hui, mais dans énormément d'autres pays, la technique moderne n'a pas écrasé forcément d'autres savoirs. Et je pense qu'en Belgique, par exemple, quand tu vas à Anvers ou ailleurs, tu t'aperçois de ça aussi. C'est qu'en fait, d'un seul coup, la ville, elle est faite avec, bien entendu, une ambition contemporaine, mais en retravaillant, en fait, sur le terreau même des choses, les artisanales, et enfin, des tas de choses qui se passent. Et je pense qu'effectivement, nous, on a un imaginaire, en fait, en France, peut-être, qui nous a beaucoup... cloisonné et surtout planifié, c'est-à-dire de croire qu'un modèle pourrait s'appliquer de partout et que ça serait... Alors il y a eu des bonnes raisons pour ça peut-être quand on a voulu, bonne raison de dire ça serait un système égalitaire, hein, c'est ça. Mais en fait, en vrai, ça se vit pas comme ça parce qu'il y a des populations, il y a des choses, il y a des géographies, il y a des choses qui sont tellement différenciées dans la réception qu'obligatoirement ça peut pas se vivre comme ça. Mais ça serait intéressant parce qu'à mon avis, on n'est pas dans la plainte en disant ça entre tiers-lieux et lieux intermédiaires. C'est plutôt, on serait ressources en fait. Ressources sur la diversité, ressources sur la façon d'entreprendre les choses autrement, ressources sur la configuration tellement différente en fait des lieux. Pardon. Bonjour. Donc moi, je suis DAC d'une ville de 70 000 habitants. Et donc, je voulais juste à la fois témoigner et interroger. C'est-à-dire qu'on est traversé, nous, dans nos services, par des injonctions politiques de tiers-lieux, lieux intermédiaires, comme si c'était une recette magique pour tout et son contraire. Et donc, on a du mal, nous-mêmes, à y voir clair. Et l'approche effectivement artistique et culturelle, elle est souvent vraiment sous-estimée. C'est pas cette entrée-là qui est attendue du politique, malheureusement. Et on nous dit, là il y a des espaces qui se libèrent, qu'est-ce que vous pouvez mettre ? Voilà. Donc c'est souvent comme ça. Et nous, on a besoin de porteurs, de réseaux. C'est aussi un appel un peu à l'aide pour pouvoir accompagner nos élus, qui ne sont pas tous adhérents de la FNCC, et sur ces réflexions-là, pour justement changer un peu l'approche. Et faire de la pédagogie, donc ça c'est notre travail quotidien auprès de nos élus sur ce domaine-là, pour pas faire de l'injonction, faire de la commande dont vous parliez. Nous on a des espaces, notamment un grand centre commercial qui est en pleine refonte, et sur de l'occupation temporaire, et Castorama qui nous appelle, est-ce que vous pouvez nous mettre des artistes, etc. Enfin voilà, non mais c'est une réalité, hein. C'est pour ça que je témoigne, parce que c'est une réalité. Et moi, j'aimerais savoir si, justement, sur les réseaux et sur peut-être des lieux, comment vous saisissez-vous vos élus et, j'allais dire, les techniciens que nous sommes pour travailler ensemble. Parce que pour l'instant, moi, là où je suis, je n'ai pas forcément eu ces contacts-là. Je suis en région Nouvelle-Aquitaine. Et c'est des questions de méthode aussi, peut-être, et un peu de stratégie commune qu'on pourrait poser pour avancer main dans la main, quoi. Oui, je réponds là-dessus. Il y a un point d'histoire déjà à faire, parce que c'est vrai qu'on a entendu parler de... là aussi, on était encore dans une culture en silo, comme si, notamment du côté de l'administration publique, cette culture en silo, comme si on allait vers le dépassé, mais qu'on y était encore. Moi, je suis frappé que sur ces sujets-là, on est fait machine arrière. On n'est pas encore on est à nouveau, et plus que jamais. C'est le contraire qui se passe. Donc c'est ça qu'il faut interroger. Qu'est-ce que c'est que cette désintermédiation de toutes les intrications qu'on avait réussi à tisser, tous les uns les autres aux endroits où on est, dans nos pratiques, dans nos métiers, dans nos secteurs, pour ne pas être enfermés, pour ne pas être assignés à des places comme on l'est aujourd'hui. Il y a quelque chose de terrible qui se joue autour de ça. Et je pense que ça, notamment, c'est là où il y a quelque chose de trompeur, de fondamentalement trompeur dans l'injonction à faire tiers-lieu. C'est comme si on te disait fais du lien et qu'on te donnait tous les moyens pour les couper, les liens qui existent. Et là, c'est dur, là c'est douloureux. Là, quand on est à cet endroit-là, de devoir répondre à une telle injonction, là c'est douloureux.
Donc effectivement, il y a un truc là qui s'est passé. Parce qu'effectivement, à l'époque des nouveaux territoires de l'art, il y avait l'Institut des villes. Il y avait l'Institut des villes qui permettait d'articuler des acteurs de terrain, une échelle nationale via une interministérialité et des collectivités territoriales mis en lien via des réseaux comme la FNCC, des réseaux d'élus, etc. Donc, et pour réfléchir ensemble et pour, autour des expériences concrètes et voir comment on pouvait avancer en intelligence collective sur ces sujets. Ça a été démantelé. Alors, il ne faut pas refaire l'histoire, mais c'est le cas. Et en fait, j'ai peur que ce qui s'avance comme solution de remplacement soit pire que rien en l'état. Notamment quand on parle là du CNTL, vu la confusion des acteurs qui sont rassemblés autour de ça, on ne voit pas très bien comment ça peut faire de l'intelligence collective. On voit juste comment ça peut faire de la Libye pour les uns, du vernis pour les autres, du ripollinage, ce qui est largement la situation de l'ESS, comme on l'a évoqué Marie, aujourd'hui d'ailleurs, hein, malheureusement. Donc au mieux un alibi, au plus une confusion. Donc comment on répond à cette question? Parce que merci beaucoup pour le témoignage en tout cas. Comment on répond à cette question? Effectivement, il faut y répondre d'abord depuis des constructions locales et ensuite en créant les liens avec le translocal, c'est-à-dire en faisant circuler des expériences et en tâchant, chacun à l'endroit où on est, de documenter ces expériences pour essayer de clarifier les choses, les enjeux et les pratiques, pour être un peu précis sur ce qu'on fait. Et je crois que ça, en tout cas, au sein de la CNLI, c'est vraiment le sens du travail qu'on mène. Et donc, évidemment, si vous voulez, on en discute. Là, après, il y a les Ligirois qui se retrouvent. Je ne sais pas où vous êtes sur votre territoire, mais il y a de la place pour discuter de ces enjeux et essayer de voir comment on peut effectivement monter en intelligence. Ah, ça me paraît... Je suis sur la métropole de Bordeaux. Bordeaux, oui. À Mérignac, pour être très clair, l'aéroport. Ok, très bien. Oui, alors, il y a des acteurs intéressants sur ce territoire, du côté des lieux intermédiaires et des pratiques justement qui permettent de clarifier les choses. Hein. On ne peut pas confondre, par exemple, Darwin, qui est l'archétype d'un transfert de l'intérêt général vers le privé, hein, avec Paula, qui se trouve exactement à côté sur le territoire et qui est l'archétype d'un travail du commun depuis un territoire et dans la création d'un outil mutualisé qui sert très largement à tous. Et voilà, c'est ces choses-là qu'il faut essayer d'adresser précisément. Et ensuite, de se donner les moyens de créer nos propres valeurs autour de ça, collectivement. Donc, c'est ça l'évaluation, en fait. Micro, Aurélie. Pour répondre aussi, je pense qu'il y a un moment, moi, je sais qu'au forum, il y avait quelque chose qui m'avait assez choqué, c'est qu'il y avait la DGCA et ils ont dit il faut que vous alliez évangéliser vos DRAC. Donc, quand j'ai entendu ça, je sais que j'étais pas la seule. On a tous eu les poils comme ça qu'on fait comme ça. On s'est dit mais qu'est-ce que ça veut dire quoi? Et je pense que voilà, vous avez des injonctions. À un moment, c'est se poser les questions et inviter les acteurs à venir y réfléchir avec vous. Moi, je sais que, par exemple, j'étais avant sur le territoire de la région Bretagne, qui a des qualités et aussi des défauts, mais on a été invités à un moment quand même. Et à un moment, quand on s'est autonomisé aussi sur nos propres réflexions qu'on a menées, d'où le réseau hybride, et après on est revenu vers eux. Et évidemment qu'ils sont friands, et évidemment qu'ils sont curieux de ça. Alors après, je dis pas que tout est rose et que c'est parfait, mais en tous les cas, il y a un moment, on parle de co-construction, on parle de dialogue, mais c'est dans les deux sens. Et c'est vrai que les acteurs sont assez précaires. Des fois, on essaie d'avoir des rendez-vous, c'est pas toujours facile. Donc quand il y a une volonté qui vient des collectivités territoriales, c'est des appels. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même des points identifiés. C'est vrai que Paula, par exemple, dans la région, en toute intelligence, si on est dans cette démarche-là, avec ces envies-là, on les repère, on les voit, donc allez les voir, parce que évidemment entre acteurs, on fait partie de réseaux, parfois informels, mais on se connaît quand même les uns les autres. Donc voilà, donc c'est aussi que tout le monde y mette un peu du sien, parce que c'est vrai quand il dit, pareil, allez voir vos mairies. Bon, oui, enfin, elles nous connaissent, quoi. Donc il y a un moment où il est parti, je voulais lui renvoyer la question, mais voilà, n'hésitez pas aussi à aller vers les acteurs. On parle de co-construction, mais on n'est pas toujours, on n'est pas méchant, quoi. Bonjour, je m'appelle Gabriel Vogel. Je travaille depuis 10 ans dans un lieu qui s'appelle les Ateliers de Beach à Nantes.
Et j'ai essayé, avec mes amis et collègues artistes, de créer un lieu d'intervention et d'expérimentation artistique. Ça a été assez difficile parfois, mais aujourd'hui ça prend sa dimension, et c'est très bien comme ça. En 2014, on a essayé de nous expulser. Les ateliers de beach sont derrière la Cité des Congrès, dans le quartier Madeleine-Champ-de-Mars. Nous sommes dans le quartier Madeleine-Champ-de-Mars. Et on a réussi à relancer les choses avec Madame Roland. On a donc fait 3 ans d'études de travaux, 1 an de travaux, et puis on est retourné dans le lieu, sachant qu'il y a eu une dépense de 410 000 € de la part de la municipalité de Nantes pour mettre aux normes ce lieu. Et Johanna Roland est venue le 2 mars 2019 faire l'inauguration des nouveaux ateliers de beach, sachant que en même temps, elle a demandé la construction de l'extension de la Cité des Congrès à horizon 2022, qui implique la destruction de l'atelier Magellan, dont une personne s'exprimait tout à l'heure pour les bureaux d'études spatiales, le bâtiment qui se trouve derrière la Cité des Congrès de l'Europe-Car, et les ateliers de beach dans lesquels nous sommes. Sachant que en fait, ils ont un projet qu'ils appellent un projet de friche. Donc, en fait, le contenu de ce que nous avons développé devrait se déplacer à la friche. Donc, mes collègues se retrouvant en ayant comme choix de ne rien avoir ou de construire la friche, construisent la friche. Moi, je n'irai pas. J'entendais parler de pression immobilière tout à l'heure. Il faut comprendre qu'à Nantes, en fait, ça n'est pas un phénomène incontrôlé, incontrôlable. C'est une volonté politique. Il faut savoir qu'a été construit un quartier qui s'appelle le quartier Euronantes. Alors, il y a Euronantes Gare, Euronantes Tripode. Je vous invite, les personnes qui ont Internet, là, qui peuvent regarder sur leur portable, à aller voir, taper Euronantes sur Internet. Et puis vous allez constater qu'en fait, il y a eu 500 000 mètres carrés de bureaux construits. Alors évidemment, moi j'ai découvert ça en tombant sur un site de BNP Paribas qui vantait les mérites des mètres carrés de bureaux du quartier Euronantes, en expliquant que c'était moins cher qu'à Paris, etc. Venez, les Parisiens, c'est super. Et évidemment que cette politique va attirer des traders, des banquiers, des affairistes qui vont faire exploser le coût des loyers. D'ailleurs, Madame Julie Laernos d'Europe Écologie Les Verts a fait une intervention le 4 octobre 2019 contre l'extension de la Cité des Congrès, qui était très intéressante, puisqu'elle détaillait aussi le pourcentage d'augmentation des loyers dans les différents quartiers de la ville de Nantes, dont certains quartiers ont pris près de 10% en 2019. Et si on continue cette logique, évidemment, les loyers qui sont à 500 € aujourd'hui seront peut-être à 800, 900, peut-être 1000 € dans 10 ou 15 ans. Voilà. Est-ce qu'il y a dans cette assemblée des représentants de partis politiques qui se présentent, par exemple, aux élections municipales ? J'ai cru comprendre qu'il y avait des personnes d'un mouvement politique qui s'appelle Nantes en commun. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres représentants de mouvements politiques ici. Moi, je voudrais quand même faire remarquer qu'il y a une dame ici qui se présente à l'élection municipale. Voilà. Et il y en a, a priori, il ne doit y avoir qu'un seul représentant de parti politique qui est là. Je pense que ça méritait d'être salué. De me taper des petites séances comme ça, je dois m'en faire 3 dans l'année, en écoutant BFM Radio. Vous savez, cette chose-là qui explique que les gilets jaunes sont des salauds et que c'est normal qu'ils se fassent défoncer la face tous les samedis. Et donc, je suis tombé sur une émission, durant ces 3 séances annuelles,
d'un monsieur qui expliquait qu'il avait créé un forum international pour les professionnels de l'immobilier. Et le journaliste lui disait, mais ça consiste à quoi votre boulot ? Et lui répondait, ça consiste à étudier le potentiel gentrification des villes. C'est-à-dire qu'en fait, le monsieur, il arrive sur un quartier comme le quartier Madeleine-Champ-de-Mars, et puis il étudie le potentiel gentrification du quartier Madeleine-Champ-de-Mars. Et donc, il regarde Pollen. Pollen ne fait pas partie du patrimoine du monument historique. Les ateliers de beach non plus. Beaucoup d'autres lieux. Donc, évidemment, Pollen est en danger, comme les ateliers de beach. Et le pire, c'est que Pollen est en danger, il faut le savoir. Donc, puisque vous êtes là, c'est bien d'en parler, parce que je pense qu'il va falloir qu'on trouve une petite solution tous ensemble. Et donc, j'ai découvert effectivement que main-d'œuvre devait être dégagée. Pensant à ce monsieur qui parlait de son métier formidable d'études de gentrification des villes, je me disais qu'en fait le patrimoine, comment on appelle ça, le patrimoine culturel, enfin le monument historique. Donc les monuments historiques, évidemment, n'entrent pas dans la logique de gentrification des villes. Mais est-il normal qu'un lieu comme Main-d'œuvre, qui existe depuis plus de 20 ans, n'ait pas une sorte de statut un peu particulier qui pourrait faire qu'on ne peut pas les virer comme ça, comme des chiens du jour au lendemain, parce qu'il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Donc, je me disais qu'on pourrait peut-être envisager de faire la pression pour qu'il y ait une espèce de chose qui consisterait à considérer des lieux qui existent depuis longtemps comme faisant partie du patrimoine culturel d'une ville. Et ça reviendrait un petit peu au... Voilà. Alors je ne veux pas monopoliser la parole. Il y a une demande aussi ici, hein, juste avant. Juste pour essayer de faire court... je ferai remarquer quand même que le quartier Madeleine-Champ-de-Mars, j'ai découvert ça, a été renommé, semble-t-il, Euronantes Champ-de-Mars, à vérifier. Et puisqu'on parlait d'art et de culture, je fais aussi remarquer qu'il y a un article dans la Charte européenne des droits de l'homme, qui est l'article 13, qui dit « L'art et les recherches scientifiques sont libres. La liberté académique est respectée. » Ça pourrait valoir le coup d'essayer de se référer à ça pour imposer à notre État des choses en matière d'art et de culture. Merci. Donc une prise de parole ici et après ça reviendra de l'autre côté. Bonjour, Claire pour le Bazar Naum à Caen. On est venu à plusieurs, le Bazar Naum et les ateliers intermédiaires. Donc ce sont des collectifs d'artistes, de techniciens. Enfin, il y a différentes parties. Moi, je reviens un petit peu en arrière sur les dialogues possibles ou pas. Et pour ça, je pense qu'il faut parler la même langue et pas du langage. Vraiment d'avoir les mêmes définitions. Et quand on parlait de comment faire commun entre tiers-lieux et les lieux intermédiaires, je ne sais pas moi s'il faut faire commun, mais en tout cas, il faudrait peut-être qu'on voit si on a des valeurs communes entre ces deux sortes de regroupements. Et moi, j'en connais pas des masses, donc plutôt ce qu'il y a autour de chez moi. Et on n'a pas toujours les valeurs communes, je pense. Justement, quand on parle beaucoup de valeurs immobilières, enfin voilà, j'aimerais bien avoir un petit aperçu des valeurs un petit peu larges que chacun a dans sa banette, quoi, pour voir ce qu'on peut mettre ensemble, ce qui va moins, je sais pas. Bonjour, je m'appelle Marie. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à votre question, mais moi je suis facilitatrice de projets dans un tiers-lieu. Et en fait, je ne comprends pas depuis le début de notre table ronde cette différence en fait, qu'il y a entre les tiers-lieux et les lieux intermédiaires. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, pour moi, c'était la même chose. Voilà, alors c'est peut-être très naïf de ma part et j'en suis navrée.
Ça fait 1 an. Je suis facilitatrice de projet sur un tiers-lieu qui est en construction sur Doluce-d'Oléron, sur l'île d'Oléron, en Charente-Maritime. Voilà. Et je travaille pour la mairie, en fait. Je suis employée par la mairie qui a reçu une subvention de la région avec la subvention AMI. Et c'est cette subvention qui permet de payer mon poste. Donc, voilà. Alors, du coup, c'est effectivement ce que je me suis dit, c'est que la différence entre le tiers-lieu et les lieux intermédiaires, c'est que les tiers-lieux sont financés. Oui, mais à côté de ça, la région demande à ce que les gouvernances elles soient associatives et non pas municipales. Nous, on est en train d'essayer de prendre ce virage, ce qui est extrêmement compliqué. Mais justement, je pense que si on mutualisait véritablement ces lieux, tiers-lieux, lieux intermédiaires, lieux culturels divers et variés, on aurait peut-être justement plus de force pour appuyer les problématiques avec les politiques publiques. Attends, parce qu'en fait, moi, ça fait 4 tours que je saute là. Mais parce que j'ai envie de répondre, ça va être trop vieux. Si je réponds au truc à l'intervenant d'il y a 5 trucs. Et je complète juste pour dire qu'on a quand même une limite de temps, qu'on est censé arrêter à 4 heures. Donc on va prendre juste le dernier tour de parole. D'accord. Et puis après, je donnerai le micro pour que Jules conclue. Mais ça ne veut pas dire que ça s'arrête là. Ça veut dire juste que c'est le temps imparti pour notre rencontre qui s'arrête. Mais on peut continuer à discuter au bar ou pas loin. Je ne sais pas. Ça, il faut demander à Pauline. A priori, les biches nous disent qu'il faut qu'on arrête à l'heure, mais rien ne nous empêche. D'accord, ok. Bah, T'en prie, vas-y. J'ai mon point de vue là-dessus. En fait, je pense une différence entre tiers-lieu et lieu intermédiaire. Il y a une notion de subversion un petit peu aussi. Hier, j'ai été à une réunion, donc moi je viens de Saint-Brieuc. Avec Jérémy, on vient de monter une association, les Ateliers d'Auguste, pour monter un lieu de création et d'expérimentation artistique. Et il y avait Sophie Ricard, peut-être certains d'entre vous connaissent, qui vient de s'installer à Saint-Brieuc, missionnée par l'ANRU. Et elle a participé à l'élaboration de l'hôtel Pasteur à Rennes. Donc il y avait tout un concept autour du non-programme, c'est ça, hein, c'est le non-programme, la page blanche et tout ça. Et elle a donné son point de vue sur les tiers-lieux, ce que ça devait être, ce qu'elle imaginait que ça devrait être et ce que c'est aujourd'hui. Et il y avait cette notion de subversion, et elle a affirmé à la fin en disant, en fait, il y a les squats, par exemple, les squats, ça c'est la vraie idéologie du tiers-lieu d'origine. Et en fait, je voulais répondre au Beach juste avant en disant que, par exemple, le contrat socio-professionnel, c'est les CSP. Et en fait, il parlait de patrimoine. Et moi, je trouve que les CSP, ça pourrait être culture, squat et patrimoine. On peut aussi imaginer transformer des choses, faire des OUPS, des occupations d'utilité publique surprise, des trucs comme ça. La novlangue, on peut se la réapproprier. Et il y a cette notion de subversion, en fait, que je trouve intéressante et qui n'y a pas dans un tiers-lieu quand c'est une municipalité qui missionne. En fait, on ne missionne pas un squat, on ne missionne pas un collectif de passionnés qui veulent construire un truc ensemble. À Saint-Brieuc, la municipalité veut créer un tiers-lieu. Voilà, super, ça va être une espèce de coquille vide dans laquelle on va faire des trucs lissés. La subversion, elle n'aura pas sa place là-dedans. Après, chaque ville, chaque politique locale a une approche différente, bien sûr. Enfin voilà, c'était ma petite intervention. Merci. Est-ce que Marie, tu voulais répondre tu commençais à dire quelque chose. Enora, ouais. Donc Enora, membre d'Hybride, si je peux répondre aussi. Nous aussi, on a le cas d'un tiers-lieu dans notre rue, exactement comme l'a expliqué Jules. Ces microfolies, vraiment tout ce cadre-là, qui vaut 1 500 000 actuellement. On lit des informations différentes chaque semaine de ce qu'il y aura dedans. Avant, ça devait être une médiathèque, donc dans ces plans,
On ne sait pas, personne ne sait, personne n'en voit l'utilité. Par contre, on a le SIU, donc, qui est porté par 3 grosses associations dans la manufacture de tabac, qui se bat depuis 20 ans pour que ça existe, et n'est pas soutenu, alors que c'est à l'échelle de ce qui s'est passé avec le 104, enfin un gros projet comme ça, que, a priori, des associations, à leur initiative, se sont battues pour obtenir et ont réussi à fédérer d'autres aides autour. Mais voilà, je pense que les cas sont particuliers, mais effectivement, il y a des tiers-lieux comme ça qui sont des coquilles vides pour occuper un espace qui avait été acheté. Hop, ça marche pas ce plan, alors je vais mettre ça. Et personne n'a aucune lisibilité. On voit pas les travaux se faire. Enfin, donc c'est pour ça que je pense que c'est très complexe, parce que ça dépend des personnes qui le portent, et peut-être dans l'espace où tu es, il y a peut-être pas aussi de petites assos, de lieux déjà indés qui font des choses. Du coup, le contexte est différent. S'il n'y a rien, je pense que c'est une bonne chose aussi. S'il y a d'autres acteurs qu'on n'aide pas, ça devient plus compliqué. Donc, c'est tout ce que je voulais. Il y a une intervention ici. Oui, bonjour, je m'appelle Guillaume, je fais partie des ateliers intermédiaires à Caen. Et la question que je me pose, c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'obscur autour du vocabulaire. Et tout à l'heure, c'est ce qui était dit, ça fait il y a 20 ans, des lieux comme ça existaient déjà. Mais moi, ce que je me rappelle, c'est qu'il y a 20 ans, tous ces lieux-là étaient sous la même étiquette, c'était les lieux alternatifs. C'était l'alternative. Et il est vrai que quand on reprend ce vocabulaire-là, ça fait sortir les loups de la bergerie. Tu parlais des loups tout à l'heure qui rentrent. Tout de suite, ils sortent. À partir du moment où on n'est plus une alternative au système, où on n'est plus une alternative aux institutions, quand ce ne sont pas des lieux qui sont créés justement pour parer à ça, soit pour faire autrement, soit pour faire parce que les portes sont fermées, soit pour... Voilà. C'est la grosse différence entre ce vocabulaire qui institutionnalise tout ça et l'alternative. Et je crois que ce terme alternatif, il faut qu'on se le réapproprie pour justement pouvoir se différencier d'initiatives qui ne le sont pas alternatives du tout. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Conclusion ? Du coup, peut-être on peut continuer à causer un peu, et du coup, il n'y a plus besoin de... Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais du coup, j'en profite pour répondre à cette question-là, parce que moi, ça me convoque. J'ai entendu parler, là, dans ce que tu dis, d'étiquette. Et en fait, ce qui a été une stratégie dans notre histoire, il y a 20 ans, c'était dans les années 2000, assez adoptée par... on n'était pas si nombreux que ça à pratiquer ce genre d'occupation d'espace depuis des enjeux artistiques. Et en fait, ce qui a été une stratégie qu'on a choisie, c'est de rester, pour éviter de se faire étiqueter, dans une certaine anomie, de ne pas prendre de nom, de surtout pas mettre de nom, parce que ce nom, c'est étiquette, c'est modèle, c'est label, c'est reproductibilité, c'est transférabilité. Et donc, c'était une stratégie de défense. Donc on a continué, et ça je me rappelle, mais enfin vous pouvez toujours le voir d'ailleurs dans le rapport L'Extrait qui date de cette époque, et qui est le premier texte de politique publique sur nos lieux, qui se base sur une documentation précise de quelques exemples circonstanciés de pratiques de lieux, et là, il n'y a pas de possibilité de confusion. Pour moi, c'est ça. Hein. Comment on éclaircit les choses, c'est en faisant le boulot précis de documenter les pratiques. De près. Pour que ça, on puisse être trop clair, quoi. Parce qu'en fait, un modèle de gouvernance, ça se voit tout de suite quand on pose les questions simples. Hein, alors, mais qui c'est qui est élu et comment il l'est, quoi, hein. Le Conseil national des tiers-lieux, il n'y a pas eu d'élection, il y a une association avec un employé. Bon, en termes de gouvernance, ça en dit long. En fait, on a refusé de se nommer, et donc on est resté dans une forme d'anomie. Donc, il y a eu plein de titres différents. Donc, squat artistique, friche culturelle, fabrique, j'en passe, et des meilleurs. Hein, et les tiers-lieux n'est que la dernière en date pour couvrir quelque chose d'un ensemble de pratiques. Mais c'est un piège, cette anomie. C'est aussi ce qui fait qu'on a été incapable de se construire une langue. Et ça a été énoncé, la langue à partager. Comment on travaille une action collective si on ne parle pas la même langue, hein? Donc à un moment donné, il faut avancer sur ces sujets-là. Et le retournement que je crois s'est passé avec la coordination nationale et au 3e forum sur cette question des communs, c'est de penser nos lieux non plus depuis ce syndrome de la singularité, où on refuse toute étiquette, mais toujours dans l'optique d'échapper à l'étiquetage, mais non en refusant de nommer,
On est rentré dans une logique de compiler nos multiplicités. Le multiple, ça fabrique du singulier, hein, depuis des logiques de reproduction naturelle. Il n'y a que dans le monde de l'industrie qu'on reproduit à l'identique. Hein. Répéter dans nos lieux, ça veut dire différer. Donc, mais depuis la multiplicité, on peut commencer à compiler des langues et des paroles communes. Et voilà. Et moi, je voulais faire le lien entre ça et ce qui a été dit là à propos de Beach, juste à ma gauche, sur les enjeux de droit qu'il y a derrière. Défendre cette manière de produire de l'art et de l'art culture depuis la multiplicité, en fait, c'est défendre les droits culturels. Les droits culturels, ils sont inscrits dans les textes fondamentaux. Et il y a des stratégies juridiques à construire autour de ça. Et de manière générale, il y a des stratégies juridiques à faire valoir sur nos enjeux. Mais on ne peut le faire que depuis le moment où on reconnaît que nos enjeux excèdent des effets de secteur et d'étiquetage. Ce n'est pas en tant que simplement acteur culturel dans le secteur culturel qu'on peut faire ça. C'est depuis notre capacité, et c'est là où l'interpellation du politique, où sont les élus dans la salle, est intéressante. C'est à partir du moment où on arrive à faire politique, c'est-à-dire à construire de l'intérêt général depuis les endroits où on est tous. Parce qu'on a quelque chose qui n'est pas l'endroit où on est en commun, pas l'intérêt privé formé par notre coalition spécifique, mais parce qu'on a des motifs d'intérêt général en commun à partager. Et c'est là où cette question des communs elle est structurante pour nos pratiques. Et c'est là où il faut aller se déterminer. Ça ne sert à rien de se disputer entre tiers-lieux, lieux intermédiaires. C'est pas ça le sujet en fait. Ou avec l'ESS, ou avec les politiques publiques et les élus, ou avec les. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est il faut. En fait, il a été énoncé. Le prédateur, on le connaît. C'est cette fabrique de la ville depuis la figure nouvelle de l'aménageur, qui est un mix d'agir public et privé, avec des coalitions énormes d'intérêts derrière, et dans lequel la culture est réduite au rang de produit de marketing, de valorisation pour le foncier. Notre enjeu, il est là. C'est pas un enjeu qui est seulement culturel, c'est un enjeu de survie pour notre vie sociale et politique. Et c'est partagé par tous. Et effectivement, on est au moment où il faut s'intéresser aux options politiques qu'on a. Et ce qui est compliqué là-dedans, c'est que ça excède largement le cadre ordinaire dans lequel on enferme la vie politique dans nos histoires. Donc c'est pour ça que la question, est-ce qu'il y a des élus, et c'est normal que la réponse soit non en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de politique, et notamment il se passe des choses à cet endroit-là. Je ne sais pas quelle est cette liste Nantes en commun, mais ce que je sais c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives autour des municipales qui vont renaître des enjeux de municipalisme en ce moment. Le municipalisme, c'est comment l'initiative citoyenne reprend la main sur la construction des partis politiques. Par exemple, qu'est-ce qui se noue derrière ça et qui fait un motif politique? Je ne veux pas dire qu'il faut aller s'inscrire dans les listes municipalistes, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ce qui se noue là, et c'est pour ça que ça me paraît important de travailler cette question et s'en emparer, c'est la question des communs, en fait. C'est-à-dire l'ouverture d'un espace tiers entre agir public et agir privé, et sa construction à la fois depuis des enjeux de droit, du point de vue juridique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on met une administration publique en commun, comment est-ce qu'on reconstruit du sens, comment on redonne du sens à l'administration publique, et comment on met en résonance ça avec des logiques d'auto-organisation, des logiques autonomes d'action portées par la société civile. Quel type d'arrangement on trouve autour de ça? Et on a des exemples en fait en ce moment, parce que ça c'est un sujet qui n'existe pas simplement à l'échelle nationale, mais qui traverse toute l'Europe et même le monde entier. On a une renaissance des enjeux de droit d'usage contre le droit de propriété. On a là le cœur de quelque chose qui correspond à ce qu'on fait, nous, dans nos lieux, dans nos pratiques. C'est bien nous, mais qui peut se rejouer à d'autres endroits et se porter politiquement et faire des formidables chantiers de travail avec l'administration publique, avec les acteurs du numérique. Là, on a autre chose qu'à se plaindre des manquements de nos politiques. Là, on a des choses à faire. Et ça me paraît essentiel, là. La question, c'est comment. Et du coup, la question ici et maintenant de ce comment, c'est comment assembler les lieux intermédiaires ligérois, avec qui, et sous quelle forme, et autour de quelle déclaration, et dans quelle perspective. Là, on y est. On dit ligérien, Jules. Oh, ligérien, excusez-moi, je ne suis vraiment pas du coin. Moi, je pense à une chose, c'est en solidarité à ce qui est en train de se passer.
quelle forme pourrait être visible comme ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, ou je ne sais pas à quel endroit en fait il pourrait vraiment y avoir un acte fort d'occupation et on pourrait agir sur ce qui se passe. Parce que moi, quand j'entends ça, je me dis que les habitants ne sont pas au courant, enfin, que toutes ces politiques, on en parle entre nous, enfin, les politiques territoriales, mais ces tiers-lieux, si nous, déjà, on a du mal à définir. Alors, les habitants d'une ville, ils savent juste qu'il y a un complexe culturel qui va s'ouvrir et rien d'autre. Et du coup, peut-être, je ne sais pas, il y a quelque chose dans l'information. Enfin, moi, j'entends ce discours-là, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire là? Enfin, je ne suis pas de Nantes, mais ça donne envie d'agir, en fait. Au lieu de... Si vous êtes tous d'accord, on peut peut-être commencer par s'échanger tous nos mails, puisqu'en fait, Pollen a noté les mails des personnes. Si... Oui, ça a été fait. Donc, si ça dérange quelqu'un, qu'il le dise peut-être. Mais... Je voudrais juste compléter, parce qu'on va croire que je suis un peu naïf, mais du coup, la remarque sur Beach, je trouve ça renvoie quand même à l'article de Élise Roy, l'article scientifique, en fait, qui explique que dès 2005, a été planifié que ce quartier, on devait mettre les gens en habitat social dans les quartiers pour laisser la place à des plasticiens, pour accueillir le centre des congrès, qui de toute façon sera étendu, et que ces artistes plasticiens, on n'a pas besoin de les payer trop, parce que de toute façon, ils complètent leur salaire par des BTP, de l'artisanat. Donc c'est écrit noir sur blanc dans le document. Et en fait, la relation qu'il y a entre ce genre de pratique et ce qui se fomente au niveau de l'État sur la question des tiers-lieux, c'est la précarisation et l'individualisation du salariat et le fait de faire exploser justement dans les tiers-lieux des gens qui ont 5-6 boulots en même temps, puis CDD, puis CDI. Donc ça, c'est vraiment... Et là, c'est pour ça qu'il y a un lien avec l'économie qui est très important. Et j'avais oublié l'ESS, mais c'est vrai que l'ESS, j'ai toujours été radicalement contre l'ESS, mais il y a la loi l'ESS qui est arrivée, parce que je défends le mouvement associatif et je défends la loi 1901, qui est quelque chose qui n'est ni l'État ni le marché, mais qui est un endroit où on coopère. Et du coup, en effet, on est face à des vagues successives qui font que la question du commun et de l'organisation, elle est importante. C'est pour ça que j'ai parlé d'être membre ou pas d'une association, de la coopération, parce que je pense que c'est quand même pas non plus anodin de réfléchir à ces questions-là. Et je pense qu'on perd du temps à vouloir faire une psychanalyse des services culturels du ministère de la Culture. Bon, moi, je trouve, d'un point de vue personnel, j'ai toujours cru qu'il n'y avait pas Internet dans ces services-là. Et en fait, je trouve ça intéressant de voir les taxes... Enfin, tu vois, on a vraiment l'idée comment les gens pensaient il y a 20 ans, donc c'est un côté muséal qui est intéressant. Bon, un jour, on leur mettra des modems. Mais du coup, l'autre truc, c'est que du coup, on nous force forcément à être en silo, à répondre uniquement au ministère de la Culture, uniquement au ministère de la vie associative, etc. etc. Alors qu'il y a des expérimentations qui seraient à montrer. Je pense au lieu à Saint-Nazaire, le centre Fernand Pelloutier. Le centre Fernand Pelloutier qui a ouvert il y a quelques mois, qui est un espace qui va sur les marches des bourses du travail, qui sont des endroits vraiment super intéressants. La première avait été à Nantes, je crois, où on pouvait croiser dans le même endroit des syndicats, un endroit qui s'occupe de la crèche, un endroit qui te trouve un service, un travail, un endroit où on te forme un nouveau métier, et qui était justement un lieu où on crée du politique, parce qu'on avait plusieurs activités au même endroit, partagées, un peu familiaux plutôt. Et je pense que des fois, on se mélange un peu les pinceaux. Quand on parle de lieu, du coup, c'est en général une activité qu'on mène dans des mètres carrés. C'est pas un lieu en tant que tel. Tiens, je monte un lieu. Il y a quelqu'un à l'accueil. On s'occupe. Enfin, la gouvernance du lieu, c'est ça, etc. Enfin, ça, c'est une autre histoire en fait. Je pense que l'expérience de la ZAD, c'est un peu ça aussi. Mais et je sais plus ce que je voulais dire. Enfin, Moi, je voulais quand même juste préciser, puisque j'entendais parler de salaire, que sur les 410 000 euros qu'ont coûté les travaux aux ateliers de Beach, je peux vous dire qu'il n'y a aucune des personnes de notre association qui a touché 1 euro pour les centaines d'heures de bénévolat qu'on a donné. Juste pour dire que ce rapport à l'argent public, effectivement, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'investissements sur l'immobilier, en fait, les murs, mais très peu d'investissements sur les ressources, les moyens humains, en fait. Et c'est vrai que la force de nos lieux, c'est quand même de les incarner. Quand tu dis, moi, je resterai, en fait, ou je n'irai pas ailleurs, mais c'est vrai que c'est important d'être à ce point-là présent au sol, au territoire que
que tu as construit en fait, parce que en fait il y a déjà ça, il y a 10 ans d'expérience, il y a 10 ans de, en fait ça crée du désir aussi dans l'imaginaire urbain. Aujourd'hui, quand on parle de lieux alternatifs sur Nantes, les ateliers du beach entre autres, c'est pas les seuls, mais font partie de cet imaginaire-là, parce qu'en fait il y en a tellement plus d'autres, quoi. Et ça c'est du patrimoine. Effectivement, tu vois, ces espaces de... Et l'autre fois, on était dans une autre instance sur Wave. En fait, c'est les plasticiens art contemporains qui veulent faire un week-end, enfin, pour montrer leurs pratiques et tout ça. Et en fait, voilà, il y avait cette dispute-là, tu vois, entre soit, encore une fois, se rencarder dans le sous-sol de l'école des beaux-arts, ou alors, voilà. Et du coup, c'est l'institution qui bénéficie encore de ce que des acteurs citoyens et actifs dans leurs pratiques font. Ou est-ce qu'on justement on propose d'aller dans un autre lieu, et on avait évoqué les ateliers du beach et l'espace des études spatiales, justement, parce que ça semble être aussi... en fait, c'est des choix assez fondamentaux, ça, tu vois, de savoir qui tu sers, en fait. Et ça, c'est l'économie aussi. Quand on dit, il y a 1500, je sais pas, vous dites, il y a un lieu en face de moi, mais il y a tant d'argent, et en fait, tout le temps, enfin, moi, j'ai toujours envie de demander aux gens, avec quel argent, et puis d'où ça vient l'argent. Enfin, on est obligé de le savoir, ça. Par exemple, les histoires de tiers-lieux aujourd'hui, c'est le coworking, c'est l'auto-entrepreneuriat, et ça pose question. Ce matin, j'ai capté vite une info, comme quoi les auto-entrepreneurs, on avait fait miroiter qu'il n'y aurait pas de charge, enfin, qu'une partie de leur charge sociale serait prise en charge par l'État, la collectivité, et en fait, non, ce n'est pas ça. Donc, en fait, a priori, ça va être une forme de scandale. C'est-à-dire que et ça, c'est hyper important. Le SS prônait l'auto-entrepreneuriat énormément, et ça pose question. Ça pose aussi question. Donc, voilà. Peut-être qu'on va faire une pause. Je suis désolée. Ouais, je sais que Vincent voulait prendre la parole aussi, toi aussi. Mais ce qui ne nous empêche pas de poursuivre en informel. Mais voilà, autour d'un café, peut-être d'une bière. On ne va pas être loin de l'ordre de la bière. Et voilà, ça permet de prendre l'air, fumer une clope, et puis on peut continuer après. Merci, et merci donc à Pollen quand même pour l'accueil, l'organisation de tout ça. Vous êtes venu aussi, ouais. Je rappelle simplement, si jamais, aussi pour faciliter la reconnaissance et l'information entre nous, le site cnlii.org sera l'outil qui pourra du coup aussi permettre de diffuser cette rencontre, puisqu'elle a été enregistrée. Et c'est sur ce site que vous pouvez continuer à vous identifier, à vous auto-déterminer comme lieu intermédiaire et indépendant. Si vous n'êtes pas encore inscrit dans la cartographie, c'est là que vous pouvez le faire.